suivre Sud Radio, on parle auto. Bon week-end. Il est tout juste 11h01. Parlons vrai. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous Florent Pierrat, bonjour. Bonjour à tous, week-end sous tension en prévision dans les Deux-Sèvres sur la commune de Sainte-Soline. Entre 4 et 5 000 manifestants sont attendus pour protester contre un projet de construction de 16 retenues d'eau artificielles pour l'agriculture. Plus de 1700 gendarmes sont mobilisés sur ce rassemblement interdit par la préfecture. Les autorités craignent l'établissement d'une ZAD. Dans l'actualité également, un désaveu pour Éric Dupond-Moretti dans l'affaire des fadettes. La première ministre Elisabeth Borne a décidé de suivre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a mis fin aux poursuites contre les deux magistrats accusés d'avoir mis sur écoute l'actuel garde des Sceaux quand il était encore avocat. Des poursuites entamées par le ministre de la Justice peu après son entrée au gouvernement. Une cérémonie ce matin à Nice, 2 ans jour pour jour après l'attentat de la basilique Notre-Dame. Le 29 octobre 2020, un individu de 21 ans avait tué au couteau 3 personnes dans cette église. Coup dur pour EDF, la Pologne choisit finalement un groupe américain pour construire sa première centrale nucléaire. Le pays veut se doter de la capacité de produire de l'énergie face à la crise énergétique. Un premier projet estimé à 40 milliards de dollars. Aux États-Unis, un acte ignoble. Les mots hier soir du président Joe Biden après l'agression du mari de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Paul Pelosi, 82 ans, a été frappé à coups de marteau à son domicile. Le suspect aurait voulu s'attaquer à sa femme. Il a été placé en garde à vue. Au moins 45 morts aux Philippines après des inondations et des glissements de terrain provoqués par une tempête tropicale. Cette dernière menace désormais à la capitale Manille. Enfin, un mot de football. 13e journée de Ligue 1. 2 matchs aujourd'hui. Le PSG accueille 3 à 17h et à 21h, Marseille se déplace à Strasbourg. Hier soir, Lens a consolidé sa place de dauphin. Victoire 3-0 sur Toulouse. C'est ainsi la fin de ce flash. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Florian. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à midi. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et merci d'être en notre compagnie pour ce samedi 29 octobre. Déjà, c'est dingue. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Vous savez qu'on va fêter un bon anniversaire à tous les bonjour scorpions. à tous qui nous écoutent. Pourquoi les scorpions? Parce que c'est depuis 2 jours, 3 jours, c'est l'anniversaire des scorpions et que moi c'est donc le 9 novembre prochain. D'accord. Voilà, ça c'est fait puisque vous voulez chercher un cadeau à me faire. Voilà. 9 novembre, je ferai un note cadeau de ne pas être là le 9 novembre. Le coquin. Alors, c'est pas un samedi. En tout cas, déjà, soyez prudents sur la route, puisque c'est encore un grand départ. La journée est classée orange par Bison Futé. Et puisque c'est un départ sur le fameux week-end du 1er novembre, vous êtes nombreux à prendre la route. Et puis, on va fêter un anniversaire. Happy birthday to you, puisque je parlais d'anniversaire. C'est la Twingo. Oui. La Twingo, elle a 30 ans. Oui, elle est jeune. Hein. Ouais. 2 500 000. Mais elle n'a pas pris vendus. une ride, la Twingo. Elle a changé un je parle peu, de la c'est un première. petit Oui, non, mais je parle de la première génération, la vraie. Celle qui avait vraiment une bouille de grenouille et qui était sympathique. C'est la voiture qui souriait. On essaiera tout à l'heure. Pourquoi je dis on essaiera? Parce qu'il participe à un rallye automobile. C'est pas évident qu'il soit joignable facilement, mais on essaiera d'avoir Jean-Pierre Plouet. C'est lui qui a dessiné la voiture. Voilà. Jean-Pierre, si tu nous écoutes, appelle-nous. Non, mais il le sait. Je le harcèle au téléphone. Il m'a dit, écoute, essaye de me joindre et je vous dirai des trucs secrets. Ah, génial. Voilà. Des scoops sur Sud Radio. Parlons vrai. 0826 300 300 pour nous joindre également. C'est le numéro d'ailleurs que Jean-Pierre peut faire si on arrive à l'avoir d'ici là. Et puis alors, on va parler de toute autre chose. C'est la fraude au kilométrage. Oui. En France, on estime que 10% des voitures d'occasion vendues sont vendues avec des kilométrages qui ne sont pas bons. Évidemment, qui sont rabaissés. Ils sont trafiqués, quoi. Bah oui, il y a que les Belges qui augmentent le kilométrage quand ils le trafiquent. Ah non, pas mes amis en Belgique. Non, l'ami Jean-Luc, vous allez rentrer dans votre en plus, je me moque des Belges, alors qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous, parce que ils ont un système qui s'appelle le CarPass, qui permet de savoir exactement le kilométrage d'un véhicule d'occasion vendu. Voilà. À la fraude kilométrique. Et alors, on se dit, tiens, sur les voitures modernes, finalement, ça doit être moins facile. Et ben, c'est exactement le contraire. On va en parler dans quelques instants. On parlera aussi de la possibilité
possibilité de louer une batterie supplémentaire si vous pensez faire beaucoup de route. Et puis, évidemment, sur la avec page votre Facebook, voiture électrique, hein. Oui. Une batterie supplémentaire. Si Pour la vous partez en voiture vacances électrique. avec la voiture électrique, voilà, C'est bien de vous, le préciser. vous mettez une petite remorque derrière On verra. et ça peut tripler l'autonomie. Hein. On verra ça tout Oui. à l'heure, d'accord ? 0826 300 300, l'ami Jean-Luc, c'est le numéro à composer pour nous rejoindre et poser toutes vos questions ou tout simplement échanger avec Jean-Luc Moreau dans Sud Radio. On parle auto et puis sur la page Facebook de Sud Radio où vous nous voyez évidemment régulièrement, vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez participer, être les co-animateurs de l'émission. J'en profite pour vous donner rendez-vous aussi sur la page YouTube puisque vous êtes plus de 700 000 à nous suivre maintenant. Merci beaucoup de votre fidélité. Continuez d'agrandir la famille, ça nous plaît. Nous, il y aura de la place toujours pour tout le monde autour de la table. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et nous allons donc commencer tout de suite, Jean-Luc, avec ces fraudes kilométriques. Et pour en parler, on accueille Ghislain Trabichet, qui est cofondateur d'Odopass. Bonjour Ghislain. Bonjour Ghislain. Bonjour à tous. What Alors, is it, Odopass? Ouais. Oui, rapidement. Très rapidement, Odopass, c'est l'application qui permet en fait aux particuliers de créer le passeport numérique de sa voiture. Donc en fait, de cette manière, vous pouvez en fait retracer, avoir le carnet de votre voiture, retracer son historique et conserver tous les documents dans une seule et même application sécurisée. C'est le carnet de santé de la voiture, en fait. C'est cool. Exactement. Ouais, c'est cool. Enfin, peut-être pas de santé, c'est plutôt le passeport Oui. de la voiture. Oui, tout à fait. En fait, on a vocation à ce que ce passeport, après, il soit utilisé pour justement son assurance, l'entretien et aussi la revente. Alors, on va parler fraude au compteur kilométrique. C'est un sport qui est de plus en plus pratiqué. Alors, en Allemagne, c'est carrément une voiture sur 3, mais en France, il semblerait que ce soit une voiture sur 10. Ça représente combien de véhicules chaque année ? Alors, ce qu'on a estimé, déjà, il faut préciser que c'est quand même un fléau sociétal aujourd'hui, pas uniquement en France, mais partout en Europe, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, en France, on estime qu'on a 600 000 voitures tous les ans qui sont vendues et justement qui ont été trafiquées en fait juste avant la vente de la voiture. Ouais, 600 000 voitures d'occasion vendues. Il y a grosso modo un peu plus de 5 millions de véhicules d'occasion qui sont vendus. Donc, on est un peu au-dessus de 10%. C'est-à-dire que vous avez une chance sur 10 d'avoir un véhicule dont le kilométrage est faux, a été rabaissé, évidemment, pour en augmenter la valeur, on est d'accord. C'est exactement le but, c'est d'optimiser en fait le prix de vente, parce qu'on on parle quand même d'un gain potentiel de plus de 2 000 € en moyenne sur un véhicule d'occasion. Ça touche aussi bien les particuliers que les professionnels. Et aujourd'hui, la seule manière d'éradiquer en fait cette arnaque, c'est d'avoir un historique kilométrique qui va pouvoir en fait prouver que le kilométrage de la voiture, il est réel. Alors, en plus, les Français n'ont pas du tout conscience de ce risque. Tout à fait. En fait, grâce à notre application et notre communauté, on a pu en fait mesurer que un quart des Français seulement avaient conscience de ce risque et de cette arnaque, parce qu'aujourd'hui en fait elle est sous-estimée et justement c'est grâce à vous qu'on peut justement informer les Français. Mais c'est un peu comme au loto, c'est qu'on pense toujours que ça va arriver aux autres et un jour ça vous arrive à vous. Non, sauf que le loto, on a envie, alors que là, on n'a pas envie d'avoir un véhicule dont le compteur a été trafiqué. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on n'y pense pas tant que ça ne nous arrive pas. Oui, alors, je me moquais des Belges tout à l'heure, à tort, puisque les Belges, je le disais, ont un système qui s'appelle le CarPass. Alors, en France, on a tenté, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Istovec. En fait, c'est un système gouvernemental qui, normalement, devrait permettre d'avoir l'historique et donc l'historique au moins des contrôles techniques du véhicule et donc le kilométrage, puisqu'à chaque fois que vous passez au contrôle technique, le kilométrage, normalement, est noté. Sauf si des contrôles techniques bidons, peut-être qu'un jour, on parlera de ça aussi, parce que moi, je connais dans mon entourage des gens qui font le contrôle technique sans emmener la voiture, c'est-à-dire reçoivent directement la vignette dans leur boîte aux lettres. Mais à l'heure du numérique, parce que c'est notre ami Stéphane, vous savez, sur la page Facebook de Sud Radio, le 3e animateur de On parle auto sur Sud Radio, qui nous dit pourquoi ne pas mettre une petite boîte noire analogique en plus du numérique, puisqu'on est très numérisé partout dans les voitures maintenant. Non, numérisé, c'est encore pire. Je vous explique pourquoi. Alors, normalement, les voitures de dernière génération doivent être protégées. On ne doit pas pouvoir intervenir justement sur ce... On ne doit pas. On ne doit pas. On ne doit pas. Sauf que l'Automobile Club allemand, l'ADAC,
a fait une étude. Alors, ils ont pris 3 voitures récentes. Ils ont pris un Ford Kuga de 2019, un Opel Grandland de 2020 et une Peugeot 208 de 2019. Donc, vraiment des véhicules qui, normalement, légalement, c'est la loi qui l'impose, sont protégés contre ça. Et ils ont regardé, est-ce qu'on pouvait trafiquer le kilométrage ? Écoutez, ils ont pris des experts, ça leur a coûté 150 €. Ils ont réussi à modifier, en passant par la prise OBD de la voiture, ils ont réussi à modifier le kilométrage des 3 véhicules concernés. Alors que normalement, c'était censé être impossible. Alors après, la vraie difficulté, c'est que sur un véhicule d'occasion, si on n'a pas d'historique écrit où on peut voir la progression du kilométrage, pratiquement impossible de déceler la baisse du kilométrage pour savoir si ça a été trafiqué après. C'est ça qui est terrible. Et Ghislain Tabichet, vous qui êtes cofondateur d'Odopass, ODOPA2S, on peut d'ailleurs vous trouver sur Internet ? Tout à fait. Le site. Et l'application, elle est gratuite pour tous les particuliers qui sont propriétaires d'une voiture ou qui sont en phase d'achat. Et le nom du site ? C'est odopass.fr. ODOPASS. Et vous, avec le système que vous avez mis en place, on peut avoir l'historique du kilométrage précis ? Alors, nous, en fait, on a agrégé les données de l'État. Vous avez parlé d'Histovec. Oui. Histovec, il a montré l'exemple en France en sensibilisant justement et en donnant la possibilité à tous les Français d'avoir un premier niveau d'historique. Et aujourd'hui, en fait, avec Odopass, on veut aller plus loin en permettant aux particuliers de pouvoir en fait avoir davantage de relevés kilométriques. Parce que, comme vous l'avez dit, le contrôle technique, c'est tous les 4 ans la première fois, ensuite tous les 2 ans. Mais ça, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. En fait, il faut avoir un historique kilométrique beaucoup plus exhaustif. Et c'est pour ça que, justement, on a développé et intégré dans l'application Odopass un historique qui va permettre aux Français d'avoir, en fait, et d'être en mesure de prouver. Mais c'est quoi ? C'est un historique de l'entretien, par exemple ? À chaque fois que je passe chez le concessionnaire, j'aurai une trace ? Exactement. Alors, on a intégré en fait les historiques kilométriques des contrôles techniques, aussi des factures d'entretien. Vous pouvez scanner votre facture d'entretien et en fait, vous allez pouvoir en fait de cette manière avoir un nouveau historique kilométrique. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir en fait photographier votre compteur kilométrique. Et nous, on va eurodater en fait la prise de l'historique kilométrique pour pouvoir justement avoir un historique kilométrique beaucoup plus riche. C'est une méthode supplémentaire pour essayer de contrecarrer la fraude, mais on sait très bien que l'être humain est à ce point filou. Il y en a qui ont des super... Oui, malhonnête, on peut dire. C'est pas filou. Hein. Non, mais filou, il y a un côté gentil. Hein. Non, mais oui, mais filou dans le sens où, quoi qu'il en soit, technologiquement, on sait tellement faire des choses, on sait tellement penser et réfléchir qu'on trouvera toujours le moyen de... Bon, après, il y a des petits trucs pour savoir si une voiture a beaucoup de kilomètres alors qu'elle en affiche peu. Vous regardez déjà l'usure des caoutchoucs, des pédales, ça paraît bête, mais si les caoutchoucs sont usés et que la voiture affiche 30 000 km, il y a un problème. Même les nouveaux ? Même les nouveaux, oui, encore plus même. Hein, si la carrosserie est rouillée, c'est pareil, on se pose des questions. Oui, non, ça dépend. Si vous habitez en Bretagne, en bord de mer, elle va rouiller un peu plus vite. Même si les voitures modernes rouillent beaucoup moins que les anciennes. D'ailleurs, tiens, je voudrais poser une question à ceux qui nous écoutent, et vous êtes nombreux à nous retrouver également sur la page Facebook de Sud Radio. On vous remercie. Si vous avez été victime d'une fraude au compteur kilométrique, n'hésitez pas à nous appeler. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Moi j'ai un copain qui s'en est rendu compte parce qu'on lui a volé sa voiture, il l'a récupérée, elle avait moins de kilomètres qu'avant qu'on lui vole. Non mais si vous le savez, 0826 300 300, venez nous raconter votre histoire. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu avec nous, Ghislain. Merci à vous, bon week-end. Merci, bon week-end. Ghislain Tabichet, cofondateur d'Odopass, ODOPASS. Donc des solutions qui commencent à se multiplier aujourd'hui pour arriver à sécuriser ces ventes d'occasion. Parce que c'est vrai que l'arrivée justement de l'informatique n'a pas permis de sécuriser, c'est même le contraire. Dans quelques instants, on aura l'essai de la semaine où l'ami Jean-Luc va prendre le volant de la Kia Niro EV que vous trouvez également en totalité filmé sur la page YouTube Sud Radio. Vous êtes plus de 700 000 à nous retrouver. Et puis vous, c'est dans moins de 2 secondes maintenant. Allez, moins de 2 minutes. 0826 300 300. N'hésitez pas, venez poser vos questions, venez échanger avec nous. Nous vous ouvrirons l'antenne de Sud Radio. On parle auto avec vous et on parle vrai. Roule, le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et puis je vous rappelle qu'à 12h02, vous avez la parole en direct. C'est cet espace qui vous est totalement consacré pour nous rejoindre dans On parle auto sur Sud Radio. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 0826 300 300. Et puis si vous voulez participer prochainement, vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Participer à l'émission, venir nous dire un petit coucou dans le studio, pourquoi pas, poser une question à l'ami Jean-Luc, rebondir, réagir. jeparticipe@sudradio.fr. On met bien On parle auto dans l'objet et surtout les coordonnées totales, dont le numéro de téléphone. Et d'ailleurs, il nous a appelé sur le 0826 300 300 puisque je parlais de téléphone. Salut Fred. Bonjour à tous les deux. Bonjour à Laurence et Jean-Luc. Bonjour Fred. Ça va? Vous êtes où? Je suis à Bordeaux. Oh, alors oui, quel temps? Joli. Quel temps en ce moment? Grisâtre. Ouais, grisâtre. Ah bon, ouais. Il fait doux, mais il fait gris. Ouais. Moi j'aime bien Bordeaux pour son eau minérale. Pour la source. Et moi j'aime bien surtout autour en fait. À consommer avec modération. On peut mélanger l'eau aussi. Oui, alors ça c'est ce que faisait mon papy quand il faisait chabreau à la fin de sa soupe le soir. On écoute Sud Radio sur le 106 à Bordeaux et sa belle région. Alors, vous nous avez écrit sur jeparticipe@sudradio.fr pour nous proposer votre sujet, Fred. Oui, c'est un sujet sur le produit Sfertex qui m'intéresse là depuis que je suis passé à l'éthanol. Et j'ai déjà mis du produit Sfertex là pour nettoyer les injecteurs. Et puis j'ai entendu aussi qu'on pouvait mettre du produit pour lubrifier toute la partie moteur. Oui. Comme vous m'avez conseillé Jean-Luc. Oui. Et puis j'ai cru entendre aussi dans une de vos émissions qu'on pouvait mettre de l'huile donc pour faire la vidange. Oui. De l'huile Sfertex. Est-ce que c'est possible? Oui, alors c'est possible. Et puis comme je suis un peu feignasse en ce moment, voilà, je vais pas vous répondre. Mais on a avec nous David de Regnocourt, qui est le directeur général de Sfertex. Bonjour David. Bonjour Laurent, Ouais. bonjour Jean-Luc, bonjour monsieur. Ouais. Bonjour Moi, je suis David. à Bordeaux, on est dans le nord. Vous êtes où dans le nord? Chez les Ch'tis. Oui, mais où? C'est grand. Du côté de Valenciennes. Ah, du côté de les Valenciennes. Hauts-de-France. Voilà. Alors là, il y aurait eu une question, je répondais à Fred, mais il y en a trois. Alors bon, je lâche l'affaire. Donc alors déjà, nettoyer un injecteur, on est d'accord, c'est le préalable avant de passer à l'éthanol. Bah oui, parce qu'en réalité, la rencontre entre l'air et le carburant est importante. C'est l'injecteur qui va doser ce fameux carburant. Et en réalité, on sait qu'aujourd'hui, je dis ça pour les auditeurs, mais on peut la plus parfaite pulvérisation d'un injecteur, elle dure environ 200 heures. Au-delà de 200 heures, il y a des gommes, des vernis, des dépôts qui se créent avec l'essence qui refroidit. Et pour imaginer, la tolérance d'un injecteur, c'est 1 micron. Pour un petit peu faire une comparaison, les cheveux mesurent entre 40 et 70 microns. Donc 5 microns de dépôt sur un injecteur, c'est 25% de débit en moins. Et quand on sait qu'à l'éthanol, il faut enrichir, il est quand même conseillé dès le départ de mettre en conformité la pulvérisation des injecteurs pour passer à l'éthanol. C'est le b.a.-ba. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, je lubrifie l'injecteur parce que lui, il aime pas quand il trempe dans l'alcool, c'est pas bon pour sa santé. Voilà. Alors ça, je dirais que c'est le, comment dire, là on vit avec. L'éthanol, comme on l'a souvent dit, c'est un alcool. Donc l'alcool n'est pas un lubrifiant. Donc l'injecteur, il était prévu pour tourner à l'essence ou quand c'est du gazole. L'alcool, c'est pas un lubrifiant. Je vais reprendre vos mots. Vous me dites c'est un lubrifiant social. Voilà, c'est ça. Avec modération. Avec modération, il y a des gens qui prennent la route aujourd'hui, mais messieurs, je ne vous laisserai pas dire de bêtises. Pour un monde sans friction. Non, je ne vous laisserai pas dire de bêtises. Alors donc, redevenons sérieux. Et nous, on est pour un monde sans friction. Ouais, donc vous avez un petit, c'est un additif qu'on rajoute au carburant, c'est ça qui va permettre de lubrifier la pompe à essence qui souffre aussi à tourner dans l'éthanol. C'est ça. En fait, ça va apporter une onctuosité. C'est un espèce d'ester qui va amener une onctuosité à l'éthanol et qui va permettre à l'éthanol finalement de limiter on va limiter les désagréments d'un solvant sec qui vient en fait. Je fais toujours l'exemple avec le lave-glace. Le lave-glace, c'est 40% d'éthanol. Vous avez vu à quel point ça dégraisse. Ça dégraisse, ouais. Donc l'idée, c'est l'éthanol, c'est moins cher. Alors beaucoup d'usagers coupent le carburant avec l'éthanol, même des fois sans boîtier.
Bon, l'idée, c'est que je comprends la démarche, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir protéger les systèmes d'injection qui n'ont pas été prévus à la base pour ça. D'accord. Là, excuse-moi, la troisième question. Oui, non, juste une petite parenthèse. Ouais. On parle des moteurs qui fonctionnent à l'E85. Est-ce que c'est la même chose pour mon moteur, par exemple, qui fonctionne au 95 E10 ou non? Non, l'ingrédient est pas nécessaire. Okay. Évidemment, ça fait du bien. Hein. C'est comme quand même un soin pour la 10% peau. d'éthanol, quoi. Mais disons que, je veux dire, c'est pour les injections directes, les dernières injections, ça leur fait du bien, mais ça reste un luxe, si je puis dire, vu le prix actuellement du carburant à la pompe. Okay. Voilà. Alors, troisième volet, une huile avec un additif physico-chimique, attention, ça devient technique, pour éviter le rinçage. Voilà, des cylindres à l'éthanol, puisque quand on démarre, par exemple, où on est toujours un peu enrichi, on va avoir forcément une partie du carburant qui va pas être brûlée dans le cylindre et qui va descendre le long des parois du cylindre et se mélanger à l'huile. Et or, on a compris, l'éthanol, très mauvais lubrifiant, quand ça va dans l'huile, ça dégrade l'huile, on est d'accord. C'est ça, c'est comme si vous versiez un verre ou des petites cuillerées de white spirit dans l'huile. Ah oui. Ça dilue l'huile, donc la viscosité, on a fait des tests, en 7500 km, on peut perdre jusqu'à 30% d'une viscosité, donc on passe d'une 5,40 à une 0,22. Pour imager. Hein. Et donc effectivement, l'idée en fait, c'est de rouler avec une huile renforcée. Donc je dirais que sur ce type de produit, ce qu'on a voulu faire par rapport aux huiles du commerce, c'est que là où s'arrête le travail des pétroliers, commence un peu le nôtre, si je puis dire. C'est une niche, mais en fait il y a deux grosses qualités à l'huile qui est à base qui a renforcé la céramique. C'est le côté anti-usure. Effectivement, quand en industrie, lorsqu'on veut découper de l'acier à grande vitesse, on lubrifie l'outil de découpe avec du nitrure de bore, qui est le nom chimique de la céramique. Et donc c'est un anti-usure qui est très puissant. Pour donner des chiffres, quelqu'un qui mettrait de l'éthanol dans son carburant pour couper son plein et baisser le prix de la facture sans boîtier, c'est quasiment 624% d'usure. Avec la céramique, c'est que 3% d'usure. Donc c'est vraiment un anti-usure puissant. Ça, c'est le premier argument, si je puis dire. Le deuxième, c'est, on ne le rappelle jamais assez, mais l'huile contribue à 38% du refroidissement d'un moteur. Parce qu'elle va sur des points chauds, des arbres à cames, à des endroits où le liquide de refroidissement ne va pas, et elle vient piquer des calories pour les évacuer. Donc elle est caloporteuse, dit-on, et en fait elle est rafraîchissante. Et la céramique, on voit les freins céramiques, on voit l'intérêt de la céramique dans des températures. Ouais, ça dissipe plus facilement la chaleur. David de Regnocourt, directeur général de Sfertec, est avec nous. Fred, vous avez la réponse à votre question? Eh bien oui, donc je n'ai plus qu'à faire de ma vidange avec l'huile Sfertec. Par exemple, pour la longévité de mon moteur et pour l'entretenir et le garder le plus longtemps possible. Ouais. Pendant qu'on tient, avec l'alcool, faut faire attention. Hein. Oui, même pour les êtres humains et pour les moteurs. Pendant qu'on tient, David, vous avez contribué. On sait, alors les gens ne savent pas, mais la Belgique vient d'adopter un nouveau contrôle technique avec un vrai contrôle pollution, ce qui n'existe pas en France pour le moment. Et les résultats sont un peu sidérants parce qu'on se rend compte que des véhicules récents finalement vont polluer plus que des véhicules anciens. La Belgique. Il est vraiment en train de nous montrer le chemin. Vous en parliez avant, mais là, c'est encore. Donc en fait on en parlera, écoutez, on va se donner rendez-vous dans 15 jours, on va faire une rubrique spéciale pour mettre ça en avant au moment où on parle des ZFE en France, où on va interdire des vieilles voitures. Et en Belgique, on mesure la pollution réelle des voitures au contrôle, on se rend compte que les vieilles ne sont pas forcément plus polluantes que les récentes. Exactement. On parle auto, c'est pas une émission de radio qui a lieu sur Sud Radio où on parle vrai? C'est ça, donc on va en gros, on va mettre quand même un gros coup de pied dans la fourmilière samedi dans 15 jours avec les résultats qui vont arriver. Et on parlera toujours vrai. Ça serait bien d'avoir un politique avec nous d'ailleurs, pour voir ses réactions. On va essayer savoir de un petit peu ce qu'il en pensera. On va essayer de dans 15 jours, David, alors on va vous faire bosser, c'est bien. Il y a de plus en plus de bénévoles sur Sud Radio, c'est comme ça qu'on réussit. David de Regnocourt, directeur général de Sfertec, qui était avec nous et qui répondait à la question de Fred, qui nous avait écrit en envoyant un mail à jeparticipe@sudradio.fr en mettant On parle auto et son contact complet, dont le numéro de téléphone, ce qui nous a permis de le rappeler. Merci à vous deux, passez un bon week-end. Merci, à très bientôt. On va mettre de l'huile, tiens. Voilà, ça c'est spécial dédicace. Mais de l'huile
spéciale dédicace pour le sujet que l'on a évoqué, mais aussi pour Stéphane qui avait fait la blagounette sur la page Sud Radio de Facebook en disant mais de l'huile. Allez, à suivre. Eh ben on parle auto avec vous et ce sera l'essai de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et on prend le volant. D'ailleurs, ce volant que vous pourrez prendre également avec l'ami Jean-Luc Moreau sur la page YouTube de Sud Radio, puisqu'on va quand même réexpliquer un petit peu. Il y a la chronique que l'on fait évidemment pour notre émission Parle Auto. Et puis vous ça, c'est de la radio. Il y a ceux qui sont sur Facebook, ils ont quelques images de la voiture. Et ceux qui veulent en savoir plus, ils ont un essai d'une dizaine de minutes. Ouais, un peu plus de 10 minutes, entre 12 et 15 minutes, disponible sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Où vous êtes plus de 702 000 à nous suivre et ça continue d'augmenter. Voilà. Et je réponds tout de suite à un auditeur qui dit pourquoi j'essaie des voitures chères. Parce que des voitures pas chères, il n'en sort pas beaucoup dans l'année. Dacia fait pas un modèle tous les 15 jours, malheureusement. Juste effectivement pour vous préciser, comme vous êtes nombreux à participer à notre émission sur la page Facebook de Sud Radio, Gilles avait posé la question, est-ce qu'on peut avoir des essais de voitures de moins de 30 000 euros ? Les nouveaux modèles qui sortent, je suis désolé pour Gilles, mais il y en a pas beaucoup en dessous de 30 000 euros. D'ailleurs là, Dacia l'avait fait, la Suzuki Swift l'avait fait. Oui. Mais là, notre modèle premium, il vaut 48 000 euros et avec les options, il est même à 52 000 euros. Oula, voilà, je vous donne la désolé fin. Gilles, on y va. C'est le Kia Niro EV. Bon. Il vit bien. Oui, il vit bien, Niro en plus. Niro, il voit bien. C'est un peu grâce à moi ou à cause de moi que Kia France a fait la pub avec Robert De Niro, parce que je disais il faudrait demander à Robert, ce que pense Robert De Niro à l'époque, et il m'avait dit c'est une bonne idée ça, donc on va le faire. Niro deuxième génération, électrique. Le premier s'appelait le e-Niro, le deuxième s'appelle le Niro EV. Voilà, un look beaucoup plus expressif. Faut dire que le premier manquait vraiment de caractère. Il a un peu grandi, il fait 4 cm de plus, il reste compact quand même dans la catégorie, 4,42 m. Il était familial, il le reste, avec un grand coffre, 475 litres, plus un petit coffre à l'avant qui est caché sous le capot, où on peut mettre les câbles. La plateforme est nouvelle, mais la chaîne de traction est identique. C'est un moteur donc électrique, synchrone à aimant permanent, 200 chevaux, avec un couple en baisse, c'est bizarre. Avant, il y avait 395 Nm, on est passé à 250, je vous explique pourquoi plus loin. Petite évolution de la batterie, 64,8 kWh. Auparavant, 64 kWh, on a 10 km d'autonomie en plus, ça fait 460 km. Et un truc intéressant que vous pouvez voir pour ceux qui ont la vidéo, il y a un adaptateur qu'on branche sur la prise de charge à l'avant et on peut alimenter sa maison avec la voiture jusqu'à une puissance de 3 kW. Alors moi, j'ai branché mon sèche-cheveux dessus, ça marche très bien, mais vous pouvez par exemple recharger votre voiture au travail et le soir, vous arrivez à la maison, vous faites la lessive, vous regardez la télé. 3 kW, ça permet déjà quand même de faire fonctionner quelques appareils. Il y a une autre prise d'ailleurs entre les sièges derrière pour les versions qui ont une pompe à chaleur optionnelle. Bonne habitabilité d'ailleurs à ses places arrière, et puis présentation intérieure réussie dans la nouvelle veine Kia avec 2 grands écrans qui forment un bandeau, c'est 10,25 pouces chacun, avec un graphisme alors qui n'est pas extraordinaire, mais le fonctionnement est plutôt intuitif. Et puis on a un second bandeau avec des boutons tactiles sous les aérateurs, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double fonction. Vous appuyez sur un petit bouton et hop, ça change, les raccourcis changent et ça passe, vous passez de la radio, du volume sonore, etc., au contrôle de la climatisation, et ça c'est assez pratique. Une voiture très agréable à conduire, malgré un châssis pas ultra dynamique et une direction qui est peu informative. Il est surtout confortable, malgré quelques bruits de roulement. Feeling au freinage, très bon. Malgré un peu comme je vous ai dit, un volant qui n'est pas terrible. En fait, c'est que je me suis trompé de ligne sur mon texte, voilà. Ça arrive, ça, mon loup. Ça arrive. Alors, vous avez les palettes au volant pour la récupération d'énergie. C'est le feeling du freinage, très bon. C'est d'ailleurs les Coréens qui ont lancé ça. Ça a été repris un peu par tout le monde. C'est assez pratique. Vous avez 5 niveaux. Le dernier niveau, celui qui offre le plus de récupération d'énergie, permet de conduire avec une seule pédale. Donc, vous n'avez plus besoin de freiner si vous êtes en ville, par exemple. Très étonnant malgré la baisse de couple. Je vous ai dit tout à l'heure, on est passé de 395 à 250 Nm. On se dit que les reprises vont être nettement moins bonnes. Eh ben non, j'ai mesuré 80-120, 4 secondes 9. L'ancienne version,
qui était censé être plus rapide, faisait 5 secondes. Donc autant dire qu'on n'a rien perdu. On a même un peu gagné. Rien perdu, pardon. Oui, voilà. Par contre, on a amélioré la consommation moyenne. Alors moi, en titillant un peu la voiture, j'ai consommé 16,9 kWh au 100 km. Ça correspond à 400 km d'autonomie. Si on est un peu plus raisonnable, on pourra même augmenter l'autonomie. En plus, il y a un chargeur interne qui est assez performant, 11 kW. Mais en revanche, la charge rapide est limitée à 72 kW. C'est moins bien que la concurrence. Une Renault, par exemple, une Mégane E-Tech grimpe jusqu'à 120 kW. Enfin, tout le monde est au-dessus de 100 kW. Et là où, au moment du lancement du premier Niro électrique, Kia avait de l'avance, eh bien, ils en ont perdu. Et tout ça à cause de quoi ? À cause de la plateforme multi-énergie, puisque c'est une voiture que vous pouvez avoir en hybride rechargeable ou électrique. Et ça la pénalise parce que, alors c'est un petit peu technique, mais c'est une architecture en 400 volts, alors que des voitures comme la Kia EV6 sont en 800 volts, ce qui permet d'améliorer beaucoup la vitesse de charge. Et le gros hic de cette voiture, parce qu'elle objectivement, elle est bien. D'ailleurs, le premier Niro serait sorti comme ça, il aurait eu un succès énorme parce qu'il est plus joli que le premier. Mais à l'époque, il offrait un compromis confort, habitabilité, prix, autonomie qui était intéressant. Aujourd'hui, il a été rattrapé et dépassé par la concurrence au point que je vous disais au début du sujet que notre modèle avec les options était vendu 52 000 euros. Et à ce prix-là, on peut pratiquement acheter une Kia EV6 qui est autrement plus performante, autrement qui offre plus de confort, qui est plus grande, enfin qui charge plus vite. Bref, une voiture qui est mieux partout. Et c'est, je pense, la concurrence de sa cousine dans la gamme qui va être la plus préjudiciable pour ce nouveau Niro électrique. Vous êtes un peu déçu en fait? Non, je suis pas déçu, c'est juste que ça n'a pas progressé suffisamment. On attendait, moi j'attendais une architecture 800 volts, bon ça reste le même moteur, ça reste la même chaîne de traction qu'avant, alors que dans l'intervalle, Kia a justement proposé des voitures électriques qui ont fait un bond en avant et celle-là n'en profite pas. D'accord, bon bah écoutez voilà, en tout cas on a fait le tour de cette Kia Niro EV. Alors pour répondre à Gilles, donc il nous disait qu'il aimerait bien qu'on teste aussi des voitures moins chères. Je vais vous donner un autre rendez-vous qui est le samedi matin, qui s'appelle Occasion. Occasion. Les voitures d'occasion, bah voilà, oui. vous pouvez le faire. Et puis on a déjà nous commencé à préparer et à travailler sur l'émission de samedi prochain. On va entre autres recevoir le patron de chez Jeep qui va mettre à disposition. Enfin, c'est pas moins cher, mais le LOA va 35 000 euros. Oui, mais on est à 35 000 et le LOA, je sais pas, il va nous annoncer un truc très bien. Donc, la mensualité par mois. Donc ça peut-être aussi aller là-dedans. Bon, merci beaucoup l'ami Jean-Luc. Je rappelle à tout le monde que vous retrouvez la vidéo complète de cet essai sur la page YouTube Sud Radio. Vous êtes très nombreux, plus de 700 000. C'est vrai qu'on le dit beaucoup, mais on est tellement ravis, tellement heureux de faire grandir cette famille que ça nous fait du boom au cœur, comme on dit. Allez, à suivre, vous, votre question au 0826 300 300. Vous nous rejoignez. C'est Jordan aujourd'hui qui vous accueille au standard de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et quelques secondes après, nous accueillons maintenant Fernand au 0826 300 300. Bonjour Fernand. Bonjour Fernand. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous appelez d'où, Fernand? C'est la première fois que je vous ai au téléphone et j'appelle de Pont-la-Ville en Haute-Marne. Eh bien, bienvenue avec nous sur Sud Radio, Fernand. On vous écoute pour votre question. Eh ben moi, je voulais savoir, parce que avec les convertisseurs pour le E85, je voulais savoir, plutôt que de mettre un appareil... Un boîtier, oui. Un boîtier, est-ce que ce serait pas possible de faire une reprogrammation reprogrammation du calculateur de la voiture. Oui, il y en a qui vous proposent ça pour des tarifs. Alors faut se méfier. Entre 400 et 500 euros. Ouais, ben moi ça me paraît cher déjà pour une reprogrammation. Ça c'est le premier truc parce que il y a des gens très sérieux qui font des reprogrammations qui sont bien et puis il y a des gens un peu moins sérieux qui achètent des reprogrammations qui sont faites
parfois en Chine et parfois qui sont carrément. Il y en a même qui vous disent qu'ils ont fait une reprogrammation et qui reprogramment rien du tout. Et vous dites ouais, ça marche parce qu'il y a des moteurs qui acceptent de rouler sans vous afficher un code défaut, qui acceptent de rouler au superéthanol E85. Bon, alors donc se méfier déjà du professionnel en question. Est-ce qu'il a pignon sur rue? Est-ce qu'il est sérieux? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est illégal de faire une reprogrammation sur votre voiture. Je sais. Voilà, donc est-ce que vous acceptez de rouler dans l'illégalité? Ça, c'est votre responsabilité. Prévenez quand même, si vous le faites, votre assureur. Parce que lui, il va peut-être dire, vous êtes gentil, mais c'est pas la voiture que j'ai assurée. Normalement, vous devez rouler avec le carburant qui est écrit sur la carte grise. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est pas possible de rouler au E85. Je le dis d'ailleurs même pour ceux qui roulent au E85 sans reprogrammation et sans rien du tout. Alors après, c'est sur quel... J'ai cru comprendre sur le moteur Renault 1,3 litre là. Oui, il accepte. Oui, on en a déjà parlé. Oui. On en a déjà parlé. Et en fait, la solution, ce qu'on a évoqué, c'est que la pompe à essence risquait de gripper les injecteurs aussi, parce qu'ils n'étaient pas prévus pour l'éthanol. Mais si vous mettez un produit, on vient de parler de Sfertec là, qui faisait un additif qu'on mettait pour lubrifier justement ces pièces-là, qui étaient soumises à des contraintes pour lesquelles elles n'avaient pas été conçues dès le départ. Si vous mettez un petit additif, ça pourrait améliorer les choses. Je dis ça pourrait parce que pour l'instant, je ne l'ai pas testé, mais on pourrait rouler effectivement directement 85 sans avoir un boîtier. Mais moi, je vous conseille quand même de mettre un boîtier. D'abord parce que... C'est le mieux, le boîtier. Parce que vous aurez une garantie, la garantie du fabricant de boîtier. Elle est finie, ma garantie. Elle est finie, moi, sur ma voiture. Et puis après, si vous faites une reprogrammation et que vous passez chez un concessionnaire, il va vous faire une mise à jour, puis la reprogrammation. Elle va annuler, quoi. Donc c'est pas cher, c'est 400 €, mais si c'est 400 € tous les 2 ans, pas à chaque fois que vous passez chez le concessionnaire, ça commence à faire cher. Ça, ceux qui font les reprogrammations oublient de vous le dire. Parce que lui, le concessionnaire, la voiture arrive, il branche l'OBD dessus, il voit qu'il y a une repro qui est faite, il va vous remettre le logiciel de départ. Ça, c'est même automatique. Et en plus, il va vous le facturer. D'accord. C'était pour savoir vraiment pour la programmation. Il y a toujours un risque. Et puis après, sur le fonctionnement des reprogrammations, je vous dis, il y a à boire et à manger dans tout ce qui se vend. Vu qu'il n'y a aucune garantie et que c'est illégal, vous ne pouvez pas vous retourner contre eux. Oui, d'accord. Je sais. Donc là, vaut mieux pas le faire, quoi, en fait. Vaut mieux. Moi, je dis ça, Fernand. C'était pour avoir un conseil. Voilà. Il vaut mieux éviter. Je voulais savoir, je viens d'apprendre pour les économiseurs d'essence. Oh là, qu'on met sur l'OB là. Alors, explication de texte, s'il vous plaît. Je viens d'apprendre ça. Oui, alors que vous branchez sur la prise. Alors, attendez, expliquez-nous. Justement, j'en profite pour vous demander ce que vous en pensez. Alors, l'économiseur d'essence, je vous dis tout de suite, c'est bidon. Ce qu'on peut avoir qui se branche sur l'OBD, c'est quelque chose qui vous indique là où vous êtes bon ou pas bon dans votre conduite. Et donc, vous économiserez de l'essence en suivant les conseils, en général, d'un petit boîtier qui vous indiquera quel est le meilleur point de rendement du moteur, à quel régime il faut être pour consommer le moins. Ça, oui, ça marche. Maintenant, le truc qui maraboute la voiture et qui veut vous faire consommer moins, franchement, si ça existait, il y a des gens qui me disent ouais, mais alors pourquoi ça se vend? Mais si ça existait, les constructeurs. Il y en a plein. Mais évidemment, vous avez les trucs qui magnétisent le carburant et puis voilà, et puis le bracelet qui vous fait gagner au loto. Enfin, c'est exactement la même chose. Ça y est, vous me l'avez énervé. À mon ami Jean-Luc, ça va. Des arnaques comme ça, il y en a plein. Dites-vous bien que si un système permettait de gagner 15% de carburant, tous les constructeurs l'auraient adopté déjà depuis longtemps. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Oui, puis tiens, sur la repro, on n'a pas parlé d'un truc. Ceux qui ont des vrais repros, la reprogrammation se fait parfois au détriment de la pollution derrière. Ça veut dire que quand vous allez passer au contrôle technique avec une repro, il est possible que vous soyez boulé. Voilà. Bon. Fernand, j'ai plusieurs merci à vous dire. Merci pour nous avoir permis de mieux savoir que ça sert à rien la repro. Merci pour nous avoir permis J'ai pas dit que ça servait à rien, j'ai dit que c'était risqué. Que les petits, comment on dit, là, économiseurs d'essence n'existaient pas. Oui, j'ai lu ça ce matin. J'ai dit, je vais en profiter pour demander parce que... ça va bien me l'énerver, comme vous avez raison. Et merci de m'avoir bien énervé, mon Jean-Luc. Maintenant, on va faire une pause. Il va falloir que j'aille lui faire un petit massage sur les épaules. Non, je rigole, je vous taquine. Fernand, on vous souhaite un très très beau week-end. Vous êtes en Haute-Marne, c'est ça? Merci, vous aussi. Oui, très bien. Et à bientôt, évidemment, avec nous sur Sud Radio. Au revoir. Au revoir. On nous écoute partout sur Sud Radio. La Haute-Marne aussi, soit sur Internet, soit sur l'appli Sud
Sud Radio sur votre portable, évidemment aussi en DAB+, ou sur votre radio classique. Et on va continuer de parler auto avec vous au 0826 300 300. Vous n'oubliez pas à midi exactement, on vous donne la parole. Donc appelez-nous dès maintenant pour passer à midi en direct dans notre rendez-vous On parle auto sur Sud Radio. Et vous pouvez aussi nous écrire je participe @sudradio.fr en mettant On parle auto dans l'objet et toutes vos coordonnées avec votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Tiens, on va parler d'environnement et de location de batterie, l'ami Jean-Luc. Oui, parce qu'on se dit, tiens, vous savez que la voiture électrique, on se dit, ouais, c'est chouette quand on fait des petits trajets ou quand on va pas trop loin, mais si on veut partir en vacances, l'autonomie est un peu faiblarde et il faut s'arrêter longtemps pour recharger la batterie. Et bien, figurez-vous que Jean-Baptiste Ségard, le fondateur d'Hippie Thunder, qui est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. A trouvé une solution. C'est quoi Hippie Thunder? Eh ben, il va nous le dire, mais a trouvé une solution, c'est de rajouter une batterie. Ouais, une deuxième batterie. Alors, il va nous expliquer comment. Alors, Jean-Baptiste, Hippie Thunder déjà, EP, plus loin Thunder, TENDER, what is it, s'il vous plaît? Oui, alors le Thunder dans la locomotive à vapeur, c'était le wagon qui transportait le charbon et l'eau. Et donc, c'était la réserve d'énergie. Pour la voiture électrique, finalement, on fait la même chose, comme vous l'avez d'ailleurs avec ce qu'on appelle un powerbank pour les téléphones portables. De temps en temps, vous avez besoin de plus d'énergie, vous avez besoin d'aller plus loin avec votre voiture électrique, et c'est évidemment particulièrement crucial pour une voiture électrique. Alors, il y a deux méthodes. On peut dire j'emmène une très grosse batterie tous les jours dans ma voiture électrique, ce qui fait ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire des voitures qui finalement sont chères, avec une grande majorité des gens qui ne peuvent pas acheter cette voiture-là, et qui vont se retrouver coincés avec les ZFE, les obligations de passer à l'électrique, et finalement aussi d'ailleurs une sorte de comment dirais-je de pénalité carbone, environnementale pour tout le monde. Donc il faut trouver une solution à ce problème qui est sur contraint. Si on veut une voiture pas chère, il faut une petite batterie. Si on veut une voiture qui voyage loin, il faut une grosse batterie. Alors comment fait-on une voiture pas chère qui voyage loin? Eh bien, il faut une batterie modulaire qu'on peut louer à la demande et qui n'impacte pas la charge utile de la voiture. Et c'est pour ça qu'on l'a fait sous une forme d'une remorque robotisée qui s'attelle à la voiture alors que vous restez au volant et ça prend 2 minutes. D'accord. Alors, vous avez donc une batterie supplémentaire. Alors, la voiture, elle est prévue, vous la modifiez, j'imagine, pour qu'elle reçoive cette batterie supplémentaire. Quelle capacité on peut augmenter grâce à ce Thunder ? Alors, on a aujourd'hui des démonstrateurs qui sont des prototypes, 38 kWh. L'année prochaine, on fait une version 52 kWh. Et avec les progrès des batteries, en 2026, on vise d'avoir 60 kWh, c'est-à-dire l'équivalent de 300 km sur autoroute en consommant 20 kWh ou 100 km. J'ai une question. Vous avez au quotidien... Pardon. Allez-y, oui. Non, allez-y, finissez, pardon. Oui, donc vous avez au quotidien une voiture qui vous donne, je sais pas, 200-300 km en ville, mais 150 km sur autoroute. Et en rajoutant un Thunder que vous allez louer juste ce jour-là, vous le prélevez à l'entrée d'autoroute, vous l'échangez éventuellement en cours de route, qui nous prendra 2 minutes pour recharger 60 kWh, et à la sortir de l'autoroute, vous le déposez. Mais ça veut dire que sur l'autoroute, votre voiture qui avait 150 km, elle passe à 450. Waouh. Surtout, elle recharge 60 kWh en 2 minutes, qui revient à faire une charge à 1,8 MW net moyen, qui reviendrait à 3,5 MW brut de crête, c'est-à-dire 12 fois plus vite que la plus chère des voitures électriques ou des voitures électriques à 800 volts. Donc vous avez une voiture bon marché, que vous payez moins cher et qui a des bien meilleures performances. Mais Jean-Baptiste, alors on va revenir dans le problème de ceux qui avaient imaginé le remplacement des batteries sur les voitures en se disant on s'arrête, hop, on remplace la batterie puis on la charge à côté. C'est pas un petit peu la même chose? Vous n'aurez pas les mêmes soucis? C'est-à-dire que vous allez devoir stocker beaucoup de batteries et puis les déplacer quand les gens partent en vacances, par exemple. Comment vous imaginez ça? Oui, alors c'est effectivement très analogue ce qui en anglais s'appelle le battery swap, à l'échange de batteries. Mais ce battery swap, ça nécessite d'abord d'avoir une voiture qui est vraiment conçue pour ça. Donc il y a une externalité sur la voiture, un coût supplémentaire sur la voiture qui est significatif. Et puis, toutes les voitures doivent avoir les mêmes batteries en plus, parce qu'on n'imagine pas stocker 20 sortes de batteries différentes. Exactement, c'est une mission à peu près impossible, ça, que tout le monde se mette d'accord sur la même batterie, que tout le monde met la même taille de batterie ou la même taille de voiture. Et puis, l'échange de batterie nécessite une station d'échange qui est robotisée, c'est un bâtiment, c'est de l'horlogerie fine, donc ça va être ça très compliqué et très coûteux. Et enfin, tout de même, on fait la même chose, en fond, mais si vous avez une voiture qui est pas chère, elle a une petite batterie, et vous allez remplacer une petite batterie par une petite batterie. Donc ça reviendrait à dire que vous avez une voiture qui a 14 litres d'essence dans le réservoir, et tous les 100 bornes, ou tous les voyez, à 150 bornes, vous arrêtez pour refaire un plein d'essence, et chaque fois, ça vous prend 5 minutes, 6 minutes. Bon, donc le battery swap, c'est une excellente solution.
complémentaire de la nôtre pour les flottes urbaines. D'accord. Donc la livraison urbaine, les taxis, c'est une bonne solution, le battery swap. Mais sur autoroute long voyage avec une voiture mass market, enfin grand public, notre solution a une très faible externalité sur la voiture. Donc vous mettez une barre d'attelage, mais il y a pas de modification à faire sur la voiture. Vous rajoutez une barre d'attelage qui vous permet aussi de mettre une remorque normale d'ailleurs. Et donc, voilà, vous mettez soit une remorque pour la déchetterie, Jean-Baptiste Segard, si j'ai bien compris, c'est juste pour l'autoroute en fait. Alors évidemment, on pourrait s'en servir ailleurs. C'est pas que pour l'autoroute, ça a de l'intérêt principalement sur l'autoroute. Donc pratico-pratique, il y a si je prends une carte de France avec EpiTander où je sais où est-ce que je pourrais louer ma batterie supplémentaire, je m'arrête dans la station-service qui le fait, j'accroche ma batterie supplémentaire derrière, je roule avec cette petite remorque qui va quand même un petit peu alourdir, mais qui me fait quand même gagner 300 km d'autonomie. Et quand par exemple je sors de l'autoroute ou à ma destination, je retrouve un autre endroit où je peux la déposer. C'est aussi simple que ça. Exactement. D'accord. Le prix. Alors, quand même. Vous réservez à l'avance quand même. Bah oui, vous êtes sûr de l'avoir et vous êtes sûr d'avoir un emplacement pour le déposer ou pour l'échanger en cours de route. Vous ne l'accrochez pas, elle s'accroche. Donc vous restez au volant, ça prend 2 minutes. D'accord. Donc vous refaites, donc ça se voit sur notre site internet, il y a une vidéo qui illustre ça très bien. Et elle s'accroche à la voiture. C'est autoguidé en marche arrière, donc vous pouvez vous arrêter, prendre un café, repartir. Il n'y a pas besoin de savoir conduire avec une remorque, ça le fait tout seul. Alors pas besoin de savoir conduire, mais il ne faut pas un permis pour la remorque parce qu'elle est lourde quand même, votre remorque. Alors elle fera 500 kilos. D'accord. Et 500 kilos, ça veut dire que c'est un permis normal, c'est même l'assurance habituelle de la voiture qui couvre l'assurance responsabilité civile. Et le prix, Et en termes de consommation, vous ne consommez pas plus sur l'autoroute parce qu'on améliore l'aérodynamique de la voiture et que si vous faites de la charge rapide, non seulement vous fatiguez votre batterie, donc ça vous coûte finalement aussi en fatigue de la batterie de faire de la charge rapide, mais en plus vous perdez d'énergie parce que la batterie s'échauffe et vous avez 10-15% de perte en faisant de la charge rapide que vous n'avez pas en louant un tender. Donc même en électricité que vous payez pas plus et même vous y gagnez un petit peu sans doute en termes d'électricité. Très concrètement, c'est quoi le prix ? 15 euros par jour, sans abonnement et 70 centimes par kilowattheure. Et ça arrive quand alors ? Ça veut dire que vous allez... Ah oui, alors ça c'est le gros enjeu. Alors on a besoin pour ça de la coopération de constructeurs, parce qu'évidemment il faut devant une voiture qui ait pu être équipée avec une option d'attelage EpiTander. On est en train d'y travailler très fort avec un constructeur français qui nous soutient et on va réaliser... C'est Peugeot, on va le dire, allez. On parle vrai sur Sud Radio, on parle vrai. Jean-Baptiste Segard, on dit tout. Effectivement, on travaille de manière très proche avec le groupe Stellantis et plusieurs marques du groupe Stellantis. Et rien n'est décidé formellement, puisqu'on va faire des expérimentations qui vont permettre de valider ou pas. Mais en tout cas, c'est en étude pour conclure, Jean-Baptiste. C'est quand même une étude très sérieuse. Bon, on en reparlera dès que... 2024. Deuxième moitié de 2024, la commercialisation. C'est bientôt et on en reparlera. Super. En tout cas, à bientôt Jean-Baptiste alors. On vous remercie beaucoup Jean-Baptiste. On arrive sur l'heure de l'info et on n'a plus le droit d'être en retard. Merci beaucoup. Je rappelle que ça s'appelle EpiTander, EP plus loin TER. Oui, il y a des vidéos comme ça, vous verrez comment ça marche. Voilà, c'est assez... Ceux qui ont peur de faire des manœuvres avec une remorque, ça se fait tout seul. L'ami Jean-Luc, on y va. On a l'info qui arrive, mon grand, parce que là, je vais me faire gronder moi par Bastien, notre réalisateur. Et puis surtout, bravo à ce monde de l'auto qui est toujours en plein développement. C'est passionnant. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec un joli programme pour notre deuxième heure dont parle auto jusqu'à 13h sur Sud Radio. Nous allons vous donner la parole, 0826 300 300. Alors quand je dis que nous allons vous donner la parole, c'est que vous savez que cette émission est la vôtre. Vous nous rejoignez quand bon vous semble. Et puis évidemment, vous pouvez poser vos questions à l'ami Jean-Luc, y compris sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous êtes nombreux avec nous. Aujourd'hui, on va parler pneus tout à l'heure. Oui, c'est le passage à l'heure d'hiver. Donc habituellement, quand on passe à l'heure d'hiver, on met les pneus hiver. On verra ça évidemment avec Dominique Stemfeld. Et puis nous allons également vous proposer dans notre dossier actualité un nouveau constructeur français automobile. Oui, ça s'appelle Devalier. Voilà. Alors c'est tout le contraire de ce qu'on voit d'habitude. C'est une voiture qui n'est pas un SUV, elle n'est pas électrique, elle est minimaliste, elle pèse pas lourd et elle a des performances décoiffantes. Ouais, et moi j'aime beaucoup et nous le mettons à l'honneur également dans l'émission. Et puis évidemment, les birthdays de la Twingo qui fête ses 30 ans. Ouais, les 30 bougies de la Twingo. Vous allez me dire, il y a un moteur avec 30 bougies. Non, c'est qu'elle fête ses 30 ans, la Twingo. On essaiera d'avoir Jean-Pierre Pouet qui l'a dessinée avec nous pour qu'il nous dise. Ouais, la première Twingo, évidemment, la vraie.
Exactement. Allez, et puis évidemment, tout de suite, vous le savez, juste après l'info, c'est votre rendez-vous, c'est vous qui venez rencontrer l'ami Jean-Luc. Bon, moi aussi un petit peu accessoirement, mais surtout Jean-Luc pour les questions auto. Salut Georges. Bonjour. Bonjour Georges. Comment ça va? Bonjour. Ça va à peu près bien. Bah, ça s'entend en tout cas, ça fait du bien votre soleil comme ça et votre énergie. Vous habitez où, Georges? Je suis à 100 bornes de Toulouse, à Saint-Gaudens, si vous connaissez. Saint-Gaudens, mais oui, c'est dans le sud, c'est beau. Voilà. Dans les Pyrénées. On est devant les montagnes, face aux montagnes, Ouais, voilà. C'est ça. Alors, vous nous avez appelé ce matin pour passer dans l'émission. Nous vous en remercions. Ça n'a pas été compliqué, hein. Vous avez fait 0826 300 300. Jordan vous a répondu et on vous a dit, allez, à midi, rendez-vous. C'est aussi simple que ça pour passer dans l'émission. Voilà, comme ça, c'est tout bête. Ça marche très bien. Et ben alors, on vous écoute. Alors voilà, j'ai acheté un véhicule au mois d'août, aux alentours du 15 août. D'accord. Une Mini One. D'accord. Le plus petit Mini. Ouais. D'occasion, hein. D'occasion, 60 000 km. 60 000 km. 8 000 euros, 60 000 km, 8 000 euros. Elle est. Dites-moi, c'est pas cher, hein, 8 000 euros pour 60 000 km. Hein. Ouais, du 10-4 2012. Eh ben, c'est ce qui peut être inquiétant éventuellement. 2012, on parlait de la fraude au compteur kilométrique en début d'émission. Est-ce que vous avez l'historique de cette voiture? J'ai l'historique, visiblement. Il y a 3-4 contrôles techniques qui paraissent à peu près corrects, des factures. Donc le kilométrage peut paraître cohérent alors? Ouais. Bon. Au travers des différents contrôles techniques. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qui vous arrive avec cette Mini? Alors, là, je m'aperçois qu'en plus les pédales sont pas usées. D'accord. Voilà quoi. Ouais. C'est bien, vous écoutez l'émission depuis tout à l'heure, c'est cool. Ça c'est bien. J'écoute quasi tous les week-ends. Oh, on vous adore. C'est vous. Et donc, j'ai fait depuis le mois d'août 4500 km. D'accord, 4500. Ouais. Pour une consommation d'huile d'1,5 litre. Vous faites des frites avec votre voiture? Ça fait beaucoup, hein. Alors là, je suis devant le garage où je l'ai acheté parce que je l'avais ramené donc le week-end dernier. Ça fait beaucoup, oui et non, parce qu'ils vont vous dire que vous êtes dans la norme, hein. Ouais, c'est ce qu'ils me disent, voilà. Alors, ils ont téléphoné chez le constructeur BM. Non. Malheureusement, ouais, c'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, mais on estime une consommation jusqu'à, on va dire, 1 demi-litre d'huile aux 1000 km. On vous dira c'est normal. Ah oui, voilà. Vrai. Et en plus, c'est un moteur. C'est un moteur qui a tendance à consommer un peu d'huile quand il s'use. C'est pour ça que je vous posais la question. Quand il quoi? Quand il s'use. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question au départ. Est-ce qu'elle a vraiment 60 000 km? Mais vu le modèle, il est effectivement possible que ce moteur ait une consommation d'huile un peu plus élevée. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est changer la viscosité de l'huile. Quel type de trajet vous faites, tiens, d'ailleurs? Parce que la conso d'huile, elle est liée à la façon dont vous roulez et au type de trajet que vous faites. Si vous faites beaucoup de... Oui. Non, je fais des trajets en moyenne aller-retour 100 km. Oui, mais ville, campagne, urbain, enfin... Plus d'autoroute. D'accord. Normalement, vous devriez avoir une consommation assez basse. Contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, hein, la consommation d'huile, ça va être moteur froid quand vous faites des petits trajets. Si vous faites de l'autoroute, normalement, ça ne doit pas... Sauf s'il y a une vraie usure moteur, ou quand vous accélérez, ça fume bleu derrière. Là, c'est que vous avez une vraie usure du moteur. Mais autrement, non, la conso d'huile, c'est plus les petits trajets. Alors, ce que je peux vous conseiller, moi, quel type d'huile vous mettez dedans? Vous le savez? À l'origine, ils avaient mis, parce que donc comme je vous disais, je l'ai ramené au garage, ils m'ont refait une vidange. Au début, ils m'ont dit qu'ils avaient changé un joint, mais finalement, c'était pas sur celle-ci. Alors, ils ont refait une vidange et ils ont mis de la 10-40. 10-40. Ouais. Vous pouvez peut-être passer sur de la 15, donc pour diminuer la consommation à froid. Parce qu'à mon avis, c'est à froid. Donc une huile qui va être un peu plus épaisse à froid, et ça évitera la consommation d'huile à froid. Et on rappelle 10-15, ça veut dire quoi ces chiffres-là? C'est la viscosité à froid. Voilà, super, merci. Donc plus le chiffre est bas, plus l'huile est liquide à froid. Ouais. Et donc vous avez intérêt, comme elle consomme de l'huile et que c'est principalement à froid, vous avez intérêt à mettre une huile un peu plus visqueuse. Alors ça vous mettrez un tour de démarreur en plus pour démarrer l'hiver quand il fait froid, mais par contre ça abaissera votre conso d'huile. Mais on est d'accord que l'on peut dire à Georges que sa conso d'huile n'est pas, elle n'est pas anormale. Alors elle n'est pas anormale, si elle est élevée.
mais elle est dans la norme. Non, voilà, donc anormal. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, mais Georges, ma question première, c'est que s'il y avait un souci après moteur, puisque moi je l'aurais signalé, je leur ai laissé un courrier en leur disant que moi je trouvais ça anormal, c'est la conduite excessive. Vous avez une garantie ? Est-ce qu'il y a, voilà, et pour combien de temps il y a une garantie vis cachée ? Si ça rentre dans une garantie vis cachée. Oui, non, mais alors vis cachée, c'est 5 ans. Alors vous m'avez dit, elle est 2012, votre voiture. Donc, je pensais que c'était pour une occasion, je pense. Ah non, c'est 5 ans. La garantie des vis cachés constructeurs, c'est 5 ans. Et là, en l'occurrence, s'il y avait un défaut de conception moteur, c'est 5 ans. Donc c'est foutu. Bon, ben voilà, Georges. Ah d'accord. Mais je pensais que pour un véhicule d'occasion, il y avait 2 ans de garantie. Oui. Alors, vous avez une garantie commerciale. Oui, alors si, vous l'avez acheté à un professionnel, c'est ça ? Oui. Ouais, vous l'avez acheté quand ? Là, de toute façon, il y a 6 mois. Non, mais le professionnel vous dira avec la conso que vous m'avez signalé que vous êtes dans la norme. Donc, si vous prenez le moteur dans le museau et qu'il casse, oui, là, vous ferez marcher la garantie, mais ça sera pas la garantie des vis cachées. Ça sera la garantie commerciale qu'ils vous ont donnée. Bon, mon Georges, on va vous souhaiter très très bon week-end sur Goussaingodas. On vous remercie surtout nous d'être à notre écoute régulièrement et d'être avec nous. Merci à tous et merci à vous, Georges. Allez, à suivre parce que je vais me faire gronder par notre ami Bastien. On vous embrasse fort. Au revoir, Georges. Bisous. Salut Georges, bon week-end. Dans quelques instants, là dans 2 secondes, on parle pneus d'ailleurs. Hein. Allez, c'est tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Dehors c'est l'hiver, mais toi t'en as rien à faire. Le bitume sera tout blanc, et toi tu seras comme un gland. C'est boîte de nuit là. On parle auto, mais on parle pneus hiver également. Salut Dominique Stempfel. C'est pas Dominique qui chante, mais il aurait pu. Hein. Salut Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Alors c'est pas président des syndicats professionnels du pneu, mais c'est pas vous qui avez commandé cette vidéo qu'on va mettre d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Sud Radio parce que c'est à mourir de rire. C'est une chanson sur les pneus hiver. Et ils font votre promo, c'est un truc de dingue. Ils font votre boulot en fait. Mais c'est ça. Mais c'est effectivement une très très bonne ambiance, mais c'est un excellent rappel également. Très très voilà. Bon alors pneus hiver, c'est vrai que là on se dit c'est pas trop l'hiver. Hein. Il y a des endroits aujourd'hui où il fait 30 degrés en France, on se dit je vais pas mettre les pneus hiver. Bon la loi montagne en plus il y a eu du nouveau cette semaine, donc on est en plein dans l'actualité, ça va s'appliquer mais on sera toujours pas verbalisé. On a juste, excusez-moi les garçons, passé un petit extrait d'une chanson, on n'a même pas dit qui l'avait fait, c'est DJ Matafan. Oui. Voilà, comme ça on rend à César ses lauriers. Alors, Dominique. Effectivement, il y a du nouveau, puisqu'on se posait des questions sur l'activation ou non des sanctions. On a la réponse, puisque hier, 28 octobre, le ministère des Transports a annoncé que la tolérance qui avait été accordée sur l'hiver dernier est réactivée cette année et prolongée jusqu'à la fin de cette année. Donc en fait, les sanctions ne seront pas activées, mais le gouvernement s'est engagé à faire de la pédagogie autour de la sécurité en hiver sur nos routes. Bon, alors ça va quand même s'appliquer. Alors on ne sera pas verbalisé, mais la loi montagne va quand même s'appliquer. Alors à partir de quand ? Alors la loi montagne, elle s'applique à partir du 1er novembre, donc c'est après-demain, voilà, jusqu'au 31 mars. Alors si la sanction s'applique pas maintenant, il est fort probable qu'elle s'applique en 2023 et à partir du 1er janvier. Donc ça veut dire qu'il faut prendre un petit peu de temps pour s'équiper, que c'est tout à fait possible, mais qu'il faut s'équiper. Ouais. Si j'ai un accident et que je suis pas équipé, à l'inverse, alors bon, il y a plein de gens qui vont sans doute prendre le risque, même pour circuler dans des zones où il y aura peut-être de la neige, qui vont prendre le risque de ne pas s'équiper avec les bons pneus. Alors on va voir que c'est pas forcément du pneu hiver et c'est pas forcément du pneu. D'ailleurs, ça peut être aussi des chaînes ou des chaussettes. Et si j'ai un accident alors que j'ai pas un équipement adapté, là en revanche, c'est pas une amende que je risque, mais c'est un problème avec mon assureur. On est d'accord.
Alors effectivement, quelques assureurs ont commencé à dire qu'en cas d'accident avec un véhicule non équipé, puisque la loi existe de toute façon, ils ne couvriraient pas les dégâts sur le véhicule et sur les autres véhicules éventuellement. Donc ça, c'est des points qui sont à vérifier. Mais effectivement, en cas d'accident très grave, les assureurs risquent de chercher la petite bête et de chercher le moyen de se dégager de la couverture des véhicules. Surtout pour ceux qui vont partir au sport d'hiver, que ce soit cet hiver-là au moment de Noël ou en février ou mars-avril, quoi. C'est surtout eux, parce que les gens des coins, enfin les gens qui habitent la montagne... Dans les zones montagneuses, en général, ils s'équipent. Ils sont habitués, ouais. Alors on parle de sanctions pécuniaires, puisque ce qui est prévu dans le texte, c'est 135 € et l'immobilisation éventuelle du véhicule. Mais la sanction la plus importante, la plus grave, c'est l'accident. Moi, je vais quand même vous redonner 2 chiffres. Entre un pneumatique et un pneumatique été et un pneumatique hiver sur sol sec, la distance de freinage est allongée de 4 mètres pour les pneumatiques été, donc c'est la largeur d'un passage pour piétons. Et sur la neige, vous allez voir, c'est absolument énorme. Un pneumatique neige freine 30 mètres plus court qu'un pneumatique été. Oui, donc là c'est le quart de ramassage scolaire que vous emmenez sur les... c'est 2 semi-remorques, c'est 6 voitures, donc les dégâts matériels peuvent être très importants et puis on risque quand même des dégâts corporels. Et est-ce que ça vaut aussi pour les voitures électriques qui sont plus lourdes ? Alors ça vaut pour les voitures électriques. Les chiffres que vous nous avez donnés, oui. Oui, tout à fait, ça vaut pour les voitures électriques. Alors bon, ça dépend effectivement des véhicules, mais c'est un ordre d'idée qu'il faut garder en tête. C'est 2 semi-remorques de différence. D'accord. C'est énorme. Donc, alors là, on est d'accord, il fait 30 degrés, il y a peu de zones de montagne où il a déjà neigé. On peut, en revanche, même si la loi s'applique à partir du 1er novembre, est-ce que je peux attendre quand même ? Est-ce que je peux dire, oui, mais regardez, il fait 25 degrés, je ne vais pas mettre mes pneus hiver ? Vous pouvez effectivement attendre, sachant que l'hiver peut arriver assez brutalement. Ouais. Et puis, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que l'enquête qu'on avait menée, dont on avait déjà parlé, a démontré que 9 conducteurs sur 10 considéraient que la loi montagne est une bonne initiative pour la sécurité. Donc c'est un délai supplémentaire qui va permettre aux retardataires de s'équiper convenablement pour le moment où l'hiver arrivera vraiment. D'accord. De toute façon, Dominique, vous restez avec nous parce que après la pub, on a Bruno justement qui voulait rebondir sur ce que vous aviez dit à propos de cette enquête qui avait été réalisée par le syndicat des professionnels du pneu. Donc vous ne bougez pas, vous restez là. Peut-être que l'hiver va arriver dans les 3 minutes de la pub. Un jour l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. On vous garde. Laurence va chanter, donc ça va nous amener l'hiver rapidement. Non, mais petit clin d'œil à la Bretagne. Allez, tout de suite, évidemment, vous l'avez annoncé, et très bien annoncé. Juste après la pause, on va retrouver Bruno qui a envoyé un mail, jeparticipe@sudradio.fr, et qui nous a posé cette question, dont on va vous livrer les tenants et les aboutissants dans quelques instants sur Sud Radio. On parle auto avec vous. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on parle auto aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes très nombreux à être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Tiens, d'ailleurs, il y a Aouche qui nous dit bonjour tout le monde sur Facebook et bonjour Laurence et Jean-Luc. Salut. On vous salue aussi, Aouche. Allez-vous parler des décisions gouvernementales sur les ZFE ? Entre parenthèses, Aouche nous dit zone de forte exclusion, comme l'a dit cette semaine un auditeur de Sud Radio. Et on va en parler à la fin de l'émission, l'ami Jean-Luc. Oui, on va en parler puisqu'il y a du nouveau et puis on va faire bouger les choses, nous aussi, dans 15 jours. Ah, ça c'est très 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 bien. On fêtera avant 13h les 30 ans de la Twingo, mais tout de suite, place à Bruno qui nous rejoint sur Sud Radio. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour Dominique. Comment ça va ? Vous nous appelez d'où ? De Chambéry, et non pas d'Agen. Et ça va bien. Non, mais alors... non, mais si vous me coupez l'herbe sous le pied, Bruno, là, moi j'arrête. Ah non, on peut commencer. Moi j'arrête. Non, Bruno d'Agen, c'était trop bien. Franchement. Oui. Non. Jean-Luc, il y a Bastien qui fait « Oh mince, je l'avais pas celle-là ». Bruno, donc, non, gardez votre humour, Jean-Luc, et moi je vous garde. On vous écoute. Oui, donc j'avais une question à poser à Dominique. Stemfeld, qui est toujours là. Oui. Voilà, qui est toujours là. Le 1er octobre, il avait parlé de l'enquête sur la loi montagne. Et il y avait un des sondages qui disait que 64%
des Français pensent que les pneus hiver en toutes conditions sont utiles. Et moi, non, c'est toute saison et je crois que toute saison. Je crois que vous avez mal entendu en fait. Dominique, vous n'avez pas dit que les pneus hiver ils étaient efficaces en toute saison, on est d'accord? Non, alors je répète ce que j'ai dit. 64% des conducteurs jugent les pneus hiver ou 4 saisons utiles. C'est voilà. le ou 4 saisons, voilà. D'accord. Ouais. Et c'était également en comparaison avec le sondage de l'année précédente où les conducteurs n'étaient que 60%. Donc ce que je voulais signaler, c'est que les opinions positives vis-à-vis de la loi montagne étaient de plus en plus importantes et qu'il y avait une vraie prise de conscience des conducteurs concernant la sécurité sur les routes en hiver. Je vais me faire l'avocat du diable. Avec le réchauffement climatique, la loi montagne, elle n'est pas un peu obsolète ? Pas du tout, parce qu'il y aura de la neige quand même. Et puis, il n'y a pas que le phénomène de la montagne, des plaques de verglas fortuites. Oui, puis les températures basses. Alors, voilà, et une plaque de verglas, ça ne prévient pas. Hein. Et en parlant de ça, Dominique Stemfel, vous qui êtes, entre autres, je le rappelle, président du syndicat des professionnels du pneu, sur Sud Radio dans On parle auto, on a notre Aouche sur la page Facebook de Sud Radio, nos co-animateurs de l'émission, qui nous dit, concernant les pneus hiver, ne faudrait-il pas attendre un peu avant de les changer? Moi, j'ai prévu de faire mi-novembre, vu les températures de cette année, et un témoignage, effectivement, j'ai 2 jeux de roues complètes pour l'été et l'hiver, et il y a une réelle économie à terme. C'est vrai aussi, dit-il, qu'il a un lieu pour les stocker. Voilà, c'est un témoignage en direct sur la page Facebook. Oui, alors c'est plus le conseil, Dominique, effectivement. Est-ce qu'il, vu les températures en ce moment, est-ce qu'il vaut mieux attendre? On risque de dégrader ces pneus hiver à rouler par des températures de 30 degrés, c'est clair. Oui, mais Jean-Luc, c'est une affaire de quelques jours. Hein. Puis je vous répète ce que je viens de vous dire, une plaque de verglas, ça ne prévient pas. Oui, mais verglas par 30 degrés... Dominique. Dominique, il prévoit encore une semaine prochaine assez douce, à 20 degrés. On ne va pas les changer ce week-end. Non, mais la France, c'est un pays qui est très diversifié sur le plan météorologique. Alors, il y a effectivement des régions où les températures vont pas baisser maintenant. Il y a des régions où on a déjà vu de cet automne des périodes verglaçantes. Donc, il faut s'adapter aussi en fonction de la zone où on habite. Et je répète que la loi montagne, elle concerne les personnes qui résident sur les communes concernées, qui s'y rendent, et puis également les personnes qui les traversent. Et on verra d'ailleurs la semaine prochaine, qu'on peut aussi, si on ne veut pas acheter des pneus hiver, on peut les louer. Vous verrez, c'est assez intéressant. On fera un sujet la semaine prochaine sur la location des pneus hiver. Bon, merci Bruno, merci Dominique. Voilà, je crois qu'on a tout compris, on a éclairci. Bruno il augmentera un peu le volume de sa radio pour mieux nous écouter. Il arrêtera de me couper l'herbe sous le pied quand je veux faire des blagues à 2 francs. Et puis on retrouve Dominique Stemfel bientôt. Merci Bruno, à vous deux. Merci beaucoup. Passez un bon week-end tous les deux. Allez. On va maintenant faire un birthday. Happy birthday to you. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et oui, dans notre rendez-vous Classic Cars, c'est la Twingo qui fête ses 30 ans. C'est la petite Twingo qui a été quand même une révolution aussi dans les mondes des petites voitures. 2,5 millions de Twingo vendus à l'époque. Ouais. Et en fait, c'est la voiture qui devait remplacer au départ la 4L. Alors, ça a été un serpent de mer pendant longtemps. Il y a un truc dans l'histoire de la Twingo que j'ai noté qui est vraiment rigolo, c'est que comme le projet de remplacement de la 4L tardait et que la CGT s'inquiétait pour le devenir de Renault, ils ont même proposé en novembre 86 une maquette pour remplacer la 4L. Bon, ça a été balayé. A priori, ils n'avaient pas le talent qu'a eu Jean-Pierre Plouet pour dessiner la Twingo. Jean-Pierre Plouet qui était le designer de Renault à l'époque, le papa de la Twingo et qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Alors merci de vous être arrêté. Merci de vous être arrêté au bord de la route puisque vous faites un rallye là ce matin. Vous êtes où? Grasse. Et c'est quoi comme rallye? Alors c'est un rallye entre amis, de belles voitures. Alors il y a surtout des voitures plutôt contemporaines et puis moi je suis avec une voiture ancienne parce que comme vous savez je suis passionné de voitures anciennes tant le respect de l'histoire des marques m'importe et donc voilà je suis en
dans une vieille Porsche de 1959. Très bien. Donc là, on est avec le papa de la Twingo. On est avec le papa de la Twingo, ouais. Alors, carrosserie monocore dans le domaine des mini citadines, ça s'était jamais vu. Les phares en demi-lune, la bouille de grenouille, la voiture qui sourit. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous aviez une mare avec des grenouilles. Alors, je sais que là où vous habitiez avant, il y avait une mare avec des grenouilles. Absolument. Non, mais écoutez, c'est effectivement ça, hein, la marque se cherchait. On était entouré de maquettes qui avaient été étudiées depuis pratiquement 4-5 ans pour remplacer les 4L, les R5, etc. Et personne n'avait trouvé le bon business model pour réussir à faire cette auto. Et puis je me rappelle qu'effectivement, on avait quand même fait notre proposition. Donc c'était une énième proposition pour une petite citadine. Et on a fait ce petit monocore. Effectivement, c'était un petit monocore qui était un peu le bébé de l'espace, en quelque sorte. Elle n'avait pas sa forme définitive, puisque c'était assez générique, en fait. Hein. C'était compact. Elle était 1% plus petite que la Twingo que vous connaissez. Et cette voiture, en fait, elle a été comme toutes les autres mise à la cave, en fait, précisément dans une boîte en bois. Et pendant un an, elle est restée dans cette boîte à la cave, un peu oubliée. Et puis, il y a eu l'arrivée de Monsieur Lévy, Raymond Lévy, je crois, le président de l'époque, qui nous a demandé, mais dites-moi, il est temps de réveiller cette marque. Avez-vous des projets à me montrer? Il faut relancer cette marque avec un concept fort. Et donc, on a pensé à cette maquette qui était dans cette boîte. On a ressorti la boîte, donc une boîte, vous imaginez, hein, une boîte de 4 mètres, etc., tout en bois. On a ouvert cette boîte et là, surprise, la maquette qui avait été peinte en rouge, ce qui est rare pour une maquette de style. Au départ, on les fait tout en gris métal. Toute la peinture était tombée, elle avait cloqué, et donc toute la peinture était au fond de la boîte et la maquette était pure, toute blanche. À l'époque, on travaillait en plâtre, et donc c'était assez étonnant. Et puis, c'était le redémarrage du projet Twingo, qui s'appelait, il me semble, X06. Et là, on a essayé de lui redonner une nouvelle jeunesse. Et c'est là qu'on a appliqué ce que tu évoquais, Jean-Luc. Les phares de demi-lune. Voilà, des demi-lunes, des petites poignées de porte extérieures en demi-lune, les feux arrière en forme de ponton avec ce petit rond au milieu. Enfin, et puis au-delà de ça, à l'intérieur, avec les appuis-têtes ovales, et tout ce parti pris assez décalé, assez étonnant. Oui, parce que le tableau de bord, il n'y avait rien en fait. Le tableau de bord, il était complètement plat. Il y avait juste l'afficheur de la vitesse et puis la jauge d'essence qui était au milieu du tableau de bord, qui était numérique. Mais c'est la première voiture sur laquelle il n'y avait pas de tableau de bord en fait. Absolument, tout à fait. Juste un petit combiné tout fin, juste devant le conducteur. Et donc ça a été le démarrage. Et puis voilà, ça a été le départ de ce développement de projet qu'on appelait X06. Mais alors dites donc, elle a rencontré un succès dès sa sortie en fait. Alors il me semble que oui. Alors ce qui est drôle, il y avait, si je peux me permettre, Jean-Pierre, il y avait je me souviens, parce que là pour le coup j'étais déjà journaliste quand cette voiture est sortie, et je me souviens que le marketing de Renault, alors déjà vous aviez proposé des couleurs qui étaient un petit peu originales, on va dire ça comme ça, et le marketing de Renault imaginait que c'est une voiture qui allait se vendre aux personnes, on va dire, un peu plus âgés, voilà, que ça serait une seconde voiture pour des gens qui étaient au-delà même de 50, voilà. et en fait, pas du tout. Les jeunes ont été vraiment séduits par la voiture. Bon, les coloris de départ ont été enrichis par d'autres coloris. Alors pourquoi déjà? Parce que dans les coloris de départ, il y avait un jaune moutarde, il y avait un framboise écrasé, il y avait des choses comme ça. C'est ça. Un vert également. Il y avait un vert, oui. Absolument. 3 couleurs, en fait, uniquement 3 couleurs. Ça faisait partie du business model pour faire la voiture la plus rentable possible, mais des partis pris forts, des tissus incroyables, un seul tissu, je crois, il me semble, et donc en fait une diversité assez limitée pour que le projet soit le plus rentable possible, mais par contre avec beaucoup de caractère. Et il y avait les premières, il n'y avait pas les vitres électriques et tout ça. Non, il n'y avait pas. C'est arrivé après. La première, il y avait un seul moteur. C'était un vieux moteur. C'était le moteur qu'on appelait Cléon, qui était un moteur en fonte, qui développait 55 chevaux. Et la voiture, elle était proposée. Il y avait une seule finition. Il n'y avait pas d'option. C'était 54 000 francs à l'époque. Donc c'était effectivement pas cher. Et surtout, on n'en a pas parlé, mais c'est une voiture qui, je ne sais plus quelle taille elle faisait, 3,40 m ou quelque chose comme ça, qui proposait une habitabilité juste gigantesque par rapport à son encombrement extérieur.
Elle avait une modernité qui est actuelle, puisque aujourd'hui, vous voyez bien la rupture automobile qui s'opère, où les habitacles vont prendre de plus d'importance avec prochainement les voitures autonomes. Enfin, clairement, on sent un basculement vers les notions de cocoon, de bien-être à bord. Donc l'habitacle va prendre de plus en plus de place à nouveau. Et c'était déjà effectivement dans l'ADN de la petite Twingo. 30 ans après, on peut le dire, parce que voilà, elle n'a pas vieilli. Vous en êtes fier de cette voiture, Jean-Pierre, même si aujourd'hui vous êtes le directeur du design pour l'Europe de Stellantis, donc vous êtes chez le concurrent, mais est-ce que vous en êtes fier de la Twingo? C'est pas que de cette manière-là que je pense à Twingo. Non, c'est sûr que ça a été un booster pour moi, pour ma carrière. Ça m'a fait connaître auprès d'autres constructeurs, et puis c'est à partir de là que j'ai pu parcourir la planète chez différents constructeurs et apprendre mon métier de différentes formes, les notions de qualité perçue, les notions de concept fort, les notions de marketing aussi. Donc, mais Jean-Pierre Plouet, ça a été un départ. Excusez-moi, on ressent pas une certaine émotion quand même quand on sait qu'on a créé une voiture qui a plu à autant de gens, plus de 2 500 000 voitieurs vendues. Il en resterait 500 000 en circulation encore, c'est beaucoup. Il n'y a pas un truc émouvant quand même, ça vous... Vous n'avez pas envie d'en acheter une, vous qui collectionnez les vieilles autos? Ça vous bouscule pas un peu? Il faut que ça me plaise, oui, tout à fait. Je suis collectionneur de voitures et elle pourrait rentrer dans ma collection. J'aurais pas ma réponse sur l'émotion. Ça vous bouscule pas un peu quand même? Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, imaginez, avec mes équipes, j'ai produit beaucoup de design, et donc des millions de voitures maintenant sur la planète roulent sous le travail qu'on a pu faire avec mes équipes. Donc c'est sûr que c'était une première pierre à cette belle carrière que je poursuis en Italie avec des nouvelles équipes, puisque vous savez, j'acte. Vous êtes en train de réinventer Lancia, en fait. C'est ça. Lancia, Alfa Romeo, Fiat, de la plus belle manière, avec une approche extrêmement moderne, mais avec toujours ce respect pour le passé, parce que c'est ce qui nous nourrit et qui nous rend uniques à la fin en termes de design. Donc voilà, c'est un peu un retour aux sources. Je vis avec ma famille en Italie pour accompagner mes nouvelles équipes. S'imprégner de l'Italie. Bon, je vais le balancer. Bon, il a acheté une Ferrari, il est en Italie, il est obligé. Jean-Pierre Plouet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis vous avez encore une grande carrière, parce que même si vous avez designé il y a 30 ans, vous êtes très jeune encore. On reparlera de la renaissance de Lancia. Oui, mais c'est parce que c'est pas un monsieur de 80 ans, quoi. Il a encore beaucoup d'années. Design devant lui. Un gamin éternel. Jean-Pierre Plouet, bon rallye alors. Merci beaucoup. Et bon rallye du côté de Grasse. Allez, dans quelques instants, nous allons découvrir ce nouveau constructeur automobile français qui est l'un des derniers nés qu'on a pu voir d'ailleurs sur le mondial de l'auto. Oui, c'est justement parce qu'on l'a vu sur le mondial de l'auto qu'on en parle dans l'émission aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous continuons évidemment jusqu'à 13h de vous accompagner avec cette passion commune qu'est l'automobile, et puis tout ce qui se passe, puisque c'est une vraie révolution, beaucoup de rendez-vous, dont celui que l'on va partager avec vous maintenant est la découverte d'une marque française que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Et Cocorico. Vous ne connaissez pas, il y en a au moins 400 000 qui sont passés devant lors du dernier mondial de l'automobile, puisque quelle belle histoire. De Valier a exposé un nouveau constructeur automobile français. On se demande comment c'est possible. On va poser tout de suite la question à son créateur, Hervé Vallier. Bonjour Hervé. Bonjour. Et bravo. Voilà, moi j'ai envie de commencer comme ça. Voilà. Bravo, Cocorico, c'est beau, elle est belle la voiture. Moi c'est un vrai coup de cœur. Ouais, comment on se lance dans la construction automobile, surtout lorsqu'on est à contre-pied du marché, parce que le marché c'est des gros SUV de plus en plus électrifiés. Et là, carrément, vous avez pris le parti de faire une voiture minimaliste, 2 places, qui est, alors je sais pas, on dit décapotable, découvrable, roadster plutôt, avec des performances décoiffantes parce qu'elle a un poids réduit. On revient aux fondamentaux de l'automobile qu'on avait un petit peu oublié. Oui, c'est ça même. Bon, donc, combien on en vient là? Bon, en fait, c'est la passion. Donc, passionné depuis tout petit. Donc, je dirais qu'avant de jouer avec les grosses voitures, j'ai joué avec les petites voitures. J'ai fait 20 ans de compétition en voiture radiocommandée à l'échelle d'un 8e, et j'ai été sélectionné une vingtaine de fois en équipe de France. J'ai fait 15 championnats d'Europe et 5 championnats du monde. Enfin bref, j'ai été
vice-champion d'Europe plusieurs fois. Et puis, je dirais qu'en parallèle à ça, j'ai toujours aimé rouler différent. J'ai côtoyé pas mal de petits constructeurs, donc notamment en Angleterre, un petit peu comme ça à droite à gauche. Et puis j'ai la chance d'avoir un bel outil industriel que je dirige depuis plus de 35 ans. Et puis c'est une société en fait. Vous êtes spécialisé dans la tôlerie, c'est ça? Oui, j'ai une société d'une quarantaine de personnes avec un très très bel outil de travail à disposition. Et puis, du coup, en ayant vu ce que les autres petits constructeurs faisaient et ce qu'il en était, puis quelques expériences de préalable d'homologation de quelques véhicules, vu que j'ai toujours aimé rouler différent, j'ai réalisé mon rêve de gosse et j'ai fait ma voiture. En 2019, ça a commencé, c'est ça, l'aventure? Oui, c'est ça. J'ai créé la société en 2019. 3 ans, vous avez 3 ans. Voilà, on a 3 ans d'existence. Et comme on avait cet outil de travail à disposition, je dirais, à la fois très flexible et très agile, en fait, on a fait notre tout premier prototype en 9 mois, donc ce qui est une c'est vite, Voilà. Donc on est allé voilà, le temps d'une gestation, exactement. Donc l'inspiration, c'est la Lotus 7 initiale, c'est ensuite les Caterham, c'est peut-être les Donkervoort qui sont faits en Hollande aussi. Donc c'est un roadster strict 2 places avec un look un peu néo-rétro. Voilà, c'est ça. En fait, oui, en termes d'inspiration, c'est vrai que beaucoup de gens nous parlent des Caterham. C'est des voitures que j'apprécie aussi. J'en ai vu dans mon garage. Et donc voilà, l'idée c'était d'évoquer des voitures de course de fin des années 50, donc avec les moteurs à l'avant et propulsion. Et et puis par rapport, comme vous l'avez dit, par rapport à une Caterham, une Donkervoort, des choses comme ça, c'est rendre la voiture utilisable plus facilement avec un vrai gros coffre qui ferme à clé, ce qui plaît beaucoup aux dames aussi. Donc on a un coffre de 300 litres et la voiture est non pas décapotable mais capotable, on va dire ça comme ça. Voilà, on roule décapoté et on capote quand il pleut. Hervé Vallier, juste je voudrais proposer à tout le monde d'aller voir votre voiture sur votre site internet, De Vallier, DEVA 2LIET, parce que la voiture est vraiment jolie et puis cette histoire elle est vraiment magnifique quoi. Oui, puis elle n'est pas que jolie, parce que ce qui compte quand même, c'est que on a un moteur Peugeot 1,6 litre PureTech dedans qui fait 225 chevaux, mais comme la voiture ne pèse pratiquement rien, on a des performances en fait décoiffantes. Oui, c'est vrai qu'on a des très belles performances. Elle peut faire un peu pétard à mèche, la voiture. Au départ, il faut faire un petit peu attention. Et la baseline de la marque, en fait, c'est authentique et rebelle. Donc authentique parce qu'on retrouve un pilotage authentique d'antan. Il n'y a pas d'aide à la conduite. Si on a un mauvais pilote, on est foutu. Il faut faire un peu attention au début. Il faut apprivoiser un petit peu la bête. Et puis, rebelle parce que c'est vrai qu'on est un peu à contre-temps. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'électrique et on s'est lancé avec une voiture à moteur thermique. Mais cependant, on est écologiquement correct vu qu'on a 0 malus pour 2022. Donc, vous êtes à 128 grammes par kilomètre de CO2, c'est pas beaucoup pour on vient même de gagner encore un petit gramme là. On vient de refait pendant le mondial de l'auto et on est à 127 grammes de CO2, ce qui fait 0 malus pour 2022. Pour une voiture qui accélère de 0 à 100 en un peu plus de 4 secondes. 4 secondes. C'est ce que fait une Porsche 911 quoi en fait. Voilà, on a amélioré un petit peu les choses et c'est vrai que Hervé Vallier pour la voiture De Vallier, donc à ne pas confondre avec les enceintes de Vialet, parce que c'est le I, il est après le L. Vous avez une production de combien à peu près? Alors les voitures vont être faites en toute petite série parce que on a voulu faire un petit atelier sympa pour on se fait plaisir en fait et on va faire des voitures entre 15 et 30 voitures par an. Là on a lancé en avant-première une série limitée de 15 voitures qui sont toutes numérotées avec le nom du gars qui est responsable de l'assemblage et le nom du propriétaire pour qui on l'a fait parce que chaque voiture va être vraiment unique quoi. Elle est à son image, tout est cousu main. On fait un petit peu comme un petit peu du luxe dans notre coin à la française quoi. Bon, faut dire que c'est pas on parlait tout à l'heure du prix des voitures, là c'est vraiment du sur-mesure au prix du sur-mesure. Ça coûte combien pour le moment? Alors pour le moment, les voitures, je dirais que la fourchette de prix dans laquelle on se situe, en entrée, je dirais la voiture un peu déshabillée, parce qu'après on la dit comme on veut, on démarre à 80 000 euros. Et la plus chère qu'on ait vendue à ce jour, elle fait 95 000 euros. Vous faites une LOA là-dessus? Après, ça y est, les banques qui peuvent s'en occuper pour faire un financement et toutes ces choses-là. Non, mais surtout, vous avez réussi l'homologation, et ça, c'est un tour de force. Donc ça veut dire que si demain on vous commande, entre guillemets, massivement des voitures, vous pourriez développer la production ou vous voulez rester un petit constructeur?
Alors aujourd'hui, l'homologation sur laquelle on est, c'est une homologation petit constructeur qui nous permet de vendre 100 véhicules par an et par pays et dans une limite de 1000 véhicules. Ceci étant, je dirais que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime rouler différent. Je pense que notre clientèle est un peu sur ce créneau-là. Et je dirais que le petit atelier d'assemblage des voitures que l'on a mis en place nous permettra de faire d'entre 15 et 30 voitures par an. Ça va, c'est Made in France et en Isère. Un vrai succès et j'essaierai de passer vous voir, Hervé. C'est une bonne idée. Hervé, vous allez pouvoir rouler à Grenoble quand même? Non, c'est quoi la vie des critères? La voiture est critère 1, la voiture. Donc, génial, tout va bien. Elle roule Je vous partout. taquine. Voilà. Allez, n'hésitez pas à aller voir la création française. Tout est fait en France en plus, c'est en Isère. Bravo à cette passion. Le site internet, c'est Devalier, DEVA2LIET.fr. Passez un très bon week-end, Hervé. Merci Hervé Vallier, fondateur de cette nouvelle marque française. On pourra aller l'essayer. Oui, on pourra aller l'essayer. Merci à vous, avec plaisir. Venez nous voir. Ah oui, on vous montrera l'atelier qui est à la fois du 4.0 pour les pièces et puis, je dirais, la noblesse de l'homme pour l'assemblage à la main. Eh bien, super. On vous souhaite un très très beau week-end. Merci, bonne journée. Beau week-end. Soyez prudents, vous qui êtes sur la route, puisque c'est un grand week-end de 4 jours. Dans quelques instants, tiens, puisqu'on parle de rouler, il va falloir choisir la bonne voiture. Quelle auto choisir? Ce sera juste après la pause. Et puis on finira par les news de la semaine. Et je peux vous dire que cette semaine, elles sont pas très belles. Sud Radio, on parle auto. À tous ceux qui regardent des films d'horreur tout seuls, dans le noir. À ceux qui ont déjà dit 3 fois « Dame Blanche, es-tu là ?» À ceux qui entendent un bruit au grenier et qui montent au grenier. Et aux courageux qui osent dormir avec un pied qui dépasse du lit. À tous ceux qui aiment avoir peur, Intermarché souhaite un joyeux Halloween. Et pour l'achat de 2 paquets de bonbons méga fête Haribo à 4,79 € l'unité, le 3e est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 30 octobre, 3 fois 800 grammes, soit 3,99 € le kilo au lot. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Weldom, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie bricolage en 2023. J'ai repeint toute la maison grâce à une offre super canon. Je vais coconner à fond. Sublimez vos murs, ça c'est fait. Chez Weldom jusqu'au 12 novembre, le pot de peinture blanc intérieur autoplacité aspect mat Luxins 10 litres plus 20% gratuit est à 44,90 €. Weldom, bricolé, jardiné, décoré, soit 3,74 € de litre dans la limite des stocks disponibles. Sud Radio Pau. 102. Sud Radio. Se sentir en pleine forme, c'est essentiel, non? Chez Basic Fit, vous faites du sport avec qui et comme vous voulez. Rejoignez Basic Fit. Maintenant et temporairement, 4 semaines offertes et un sac de sport. Plus que 3 jours pour en profiter. Basic Fit, go for it. Lancez-vous. Offre valable du 22 août au 31 octobre 2022 pour toute nouvelle souscription d'1 an. Conditions sur basic-fit.fr. Besoin d'une pièce auto pour votre voiture? La marque de pièces recyclées Back to Car défend votre pouvoir d'achat avec des pièces automobiles garanties 2 ans jusqu'à 75% moins chères que les neuves. C'est malin, bon pour votre porte-monnaie et pour la planète. Et si vous n'êtes pas mécano dans l'âme, faites livrer et montez vos pièces chez l'un de nos 2400 garagistes partenaires partout en France. Rendez-vous sur backtocar.fr, B-A-C-K, le chiffre 2, C-A-R.fr pour trouver la pièce qu'il vous faut. Tu connais Zalando? Bah oui, j'adore. Et Zalando Privé? Non, dis-moi tout. Avec Zalando Privé, t'es invité à des ventes privées de marques hyper tendance. Tous les jours, tu découvres des nouvelles sélections mode, maison, accessoires et tu économises jusqu'à 75%. 75%? C'est quoi l'adresse de ton bon plan? ZalandoPrivé.fr. Réduction effectuée par rapport au prix de vente conseillé. Détail de l'offre sur ZalandoPrivé.fr. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Pierre. Qui, moi? Eh oui, aujourd'hui, pendant l'alerte discount, les 4 pavés de truite sans arrêt sont à 8,99 €. 8,99 €, je mords à l'hameçon. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Barquette 500 grammes, soit 17,98 €. Élevé en France, ou Espagne, ou Norvège, ou Islande, selon approvisionnement en magasin. Pour votre santé, bougez plus. Comment expliquer à quelqu'un qui ne sait pas nager ce que c'est que de flotter? Comment décririez-vous la saveur d'un plat étoilé? Marcher sur le sable mouillé ou les feux d'artifice? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Qui l'a vécu en a gardé la trace. Comunitat Valenciana, Méditerranée, en live et en sécurité. Ikea. C'est pas possible. Bah chérie, tu cherches quelque chose? La poche à douille, tu l'as pas vue? Mais si, quand on l'a sortie du carton de déménagement. Il y a 2 ans. Offrez-vous une cuisine bien organisée. Jusqu'au 17 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, profitez de moins 20% sur toute notre gamme de tiroirs intérieurs Maximera. Conditions sur Ikea.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto.
Quelle auto choisir? Alors, quelle auto choisir? Avec une petite particularité aujourd'hui qui nous a été demandée par l'un d'entre vous. Donc, comme vous êtes... Il a déjà choisi ça. Ouais, c'est ça. Mais comme vous êtes notre priorité, on ira toujours dans votre sens. Vous nous rejoignez à 2h49. Merci d'écouter Sud Radio. On parle auto avec vous. Et on parle vrai dans cette émission également. Alors, on va parler vrai sur ce qui arrive à Guy-Marie qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Guy-Marie. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, c'est un véritable honneur de vous avoir tous les deux au téléphone. Oh, c'est gentil. Comme il est mignon. C'est un plaisir surtout, en tout cas c'est adorable, mais nous c'est un plaisir de vous accueillir dans l'émission. Vous êtes où Guy-Marie? Alors moi j'habite en Moselle, à la frontière allemande, juste un petit village à côté de Saint-Avold. Vous savez, on a redémarré le charbon. Oui, et on écoute Sud Radio sur Internet ou l'application? Eh ben moi je vous suis sur Internet, évidemment, tout le temps, les applications. Je peux pas faire autrement parce que pour recevoir Sud Radio en Moselle, c'est pas facile. C'est pas encore gagné, mais on est en train de s'étendre. Ouais, ça va être Est Radio bientôt. Puis grâce à Internet, de toute façon. Oui, de toute façon avec Internet maintenant. Non, alors, je suis comme ça. Voilà. Que alors vous voilà est-il ma question. arrivé? Alors, ma question est la suivante. J'ai commandé un Ford Puma FlexiFuel micro-hybride le 1er mars. Il venait juste de sortir à cette époque-là. Et la livraison m'avait été dit, il fallait 6 mois, environ début septembre. Ouais. Et puis mon concessionnaire avec qui j'ai une très bonne relation m'a dit, j'ai pas de nouvelles. Finalement, il y a une quinzaine de jours, il m'a dit qu'il devrait être mis en fabrication donc fin octobre pour une livraison fin novembre, début de décembre. Entre-temps, je l'ai rappelé, je lui ai demandé si c'était confirmé. Il m'a dit, écoutez, je n'ai pas d'autres nouvelles. Il reconfirme, mais tant qu'il n'est pas mis en fabrication, je peux pas. Exactement. Je peux pas. Alors, voilà. déjà, il y a beaucoup de gens. 92% des Pumas qui sont commandés aujourd'hui sont des Pumas éthanol. Donc ça, c'est le premier truc. Quelles options vous avez choisies? Parce que ça dépend de ça, en fait. Alors, voilà, oui. Alors, justement, je n'ai pas pris je voulais prendre, par rapport au Vignal, etc., je ne voulais pas prendre les options que je ne voulais pas. Donc, j'ai démarré du basique titanium et j'ai rajouté les options que je désirais. Vous avez pris le GPS ou pas? Oui, je crois que... attendez. Je Parce crois que Ford fabrique en priorité les séries design sans GPS. Voilà. Donc ceux-là, ils sont fabriqués parce qu'ils ont évidemment, comme tout le monde, des problèmes pour avoir les composants électroniques. Donc ils fabriquent en priorité les modèles sans GPS. Alors ce qui compte pour le délai de livraison, la date, à partir du moment où on vous dit la fabrication a débuté, et le concessionnaire va avoir une date, alors pas au mois de novembre, mais si vous dit il est mis en fabrication le 15 novembre, ça veut dire que vous aurez un délai qui va être respecté, il va être livré. Bon, on peut estimer 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, maximum. Mais tant que vous n'avez pas une date de fabrication, c'est du... peut-être. D'accord. Et pourtant, quand je l'ai commandé, comme je savais qu'il y avait déjà ça commençait à avoir des délais, j'ai pris des options qui étaient le moins... pour raccourcir le délai. Mais malgré ça, ça s'allonge et je ne suis pas le seul dans ce cas. Oui, bien sûr. Mais vous savez quoi, Ford France qui commande des voitures pour mettre dans son parc presse, ils sont dans le même cas que vous. Ah oui, pourtant ils connaissent des gens chez Ford, je vous assure. Mais ils sont dans le même cas que vous. Alors, ce qu'il faut, comme vous entendez bien avec votre concessionnaire, c'est que vraiment, lui, arrive à connaître la date de fabrication. Une fois que la date de fabrication est fixée, le délai est respecté. Tant que la date n'est pas fixée précisément, c'est-à-dire, c'est pas il va être fait début novembre ou début décembre, c'est une date. Il m'a donné une date et il m'a reconfirmé la date 31 octobre. D'accord, 31 octobre, vous comptez 3 semaines derrière et vous aurez votre voiture, donc vous allez l'avoir bientôt en fait. Super. J'aurais bien aimé l'avoir quand il y a eu des problèmes d'essence parce que avec l'éthanol, il y avait les seuls pompes où il y en avait encore, c'était de l'éthanol à l'époque. Non, mais dans ces cas-là, il faut appeler les gens des plateformes, leur dire de ne pas faire grève à ce moment-là. En tout cas, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis vous verrez, en plus, vous serez satisfait de la voiture. Ça, j'en suis sûr et certain. Je l'ai acheté avec vos conseils. J'ai mis un an avant de me décider. La pression, Jean-Luc. Non, j'ai pas la pression, c'est bien. Alors donc, j'ai pas la pression. Guy-Marie, dès que vous avez fait vos premiers 1000 km. Vous nous envoyez un petit message pour nous dire, voilà, je suis content, j'ai roulé avec. Et vous venez nous donner vos sensations. On vous embrasse fort, 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 Guy-Marie. Merci. Bonne journée, au revoir. Et passez une très, très belle journée, un très beau week-end en continuant d'écouter Sud Radio sur Internet du côté de la Moselle où vous êtes, Guy-Marie. Sud Radio, on parle auto.
Et nous allons conclure notre rendez-vous avec les news de la semaine. Et triste semaine pour les automobilistes. Ça commence mardi avec l'annonce de la vidéo-verbalisation des véhicules non autorisés dans les ZFE. Oui, le premier comité ministériel de suivi des zones à faible émission, les fameuses ZFE, a annoncé la mise en place mardi d'un système de contrôle sanction automatisé contre ceux qui circulent avec des véhicules trop polluants dans les agglomérations concernées. C'est 43 d'ici 2025 ZFE. On rappelle que pour l'instant, 11 métropoles françaises sont concernées, mais que les verbalisations sont rares, pour pas dire inexistantes. Le système qui sera mis en place donc lira les plaques d'immatriculation afin de savoir si la voiture est autorisée ou non à circuler. Si c'est pas le cas, en cas d'infraction, vous aurez une amende de 68 €, ça c'est l'amende minorée, par tranche de 24 heures. Si vous passez 10 fois dans la journée, on se console, c'est que 68 €. Ça signifie quand même que si vous allez travailler 5 jours par semaine dans une ZFE avec un véhicule qui n'a pas le droit d'y aller, ça vous coûtera 340 € par semaine, ça fait 1360 € par mois. C'est plus qu'un SMIC net, puisque le montant net du SMIC, c'est 1329 € par mois. Alors, une bonne nouvelle quand même, concernant la ZFE du Grand Paris, soit à l'intérieur du périmètre de l'A86, les véhicules portant une vignette critère 3 pourront finalement continuer à rouler encore quelques temps. L'interdiction qui avait déjà été reportée plusieurs fois devait entrer en application le 1er juillet 2023, mais le président de la métropole du Grand Paris propose de repousser encore une fois la mesure à septembre 2024. Et moi, mon petit doigt me dit que ça sera encore sans doute repoussé parce qu'il faut améliorer. On en parlera dans 15 jours. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Les véhicules plus récents qui sont mesurés par le contrôle anti-pollution en Belgique ne sont pas moins polluants que les anciens. Et puis, comme disaient nos amis sur la page Facebook de Sud Radio, ce ne sont pas les ZFE, zones à faible émission, mais zones à forte exclusion. La semaine maudite continue le jeudi 27 avec l'accord pour la fin des moteurs thermiques en 2035. Ouais, ça y est, les eurodéputés, les États membres ont trouvé jeudi soir un accord sur une réglementation interdisant la vente des véhicules neufs à moteur thermique en 2035. Un coup d'arrêt qui, selon la Commission européenne, va stimuler l'innovation et notre leadership dans le domaine industriel et technologique. On a vu ce que ça a donné avec le diesel, de faire de la monoculture. Bon, quoi qu'il en soit, l'industrie automobile européenne s'est dite prête à relever le défi, à la condition que les États membres mettent en place un réseau suffisant de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Rien n'est moins sûr. Exactement. Merci beaucoup pour ces news de la semaine. On en aura d'autres évidemment la semaine prochaine et la semaine d'après. Plein de choses qui bougent beaucoup dans le monde de l'auto. Ça bouge aussi sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Invino. D'ailleurs, demain, je recevrai l'ami François Alain pour Un vin, une émotion à 13h dans Invino. Et puis vous avez aussi rendez-vous. Je croyais que c'était pour un repenti, genre un alcoolique anonyme. Non, François Alain qui est aussi un passionné de vin qui viendra parler d'émotion et de vin. Et puis bien sûr, 9e journée du top 14 à partir de 15h. C'est sur Sud Radio. Week-end prochain, l'ami Jean-Luc. Bon, la semaine prochaine. Et soyez prudents sur les routes. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.